C'est bon, ça tourne. On y est. Parfait. On- Attends, j'ai un petit bug, forcément. Hop, Alors, là, par contre, on a voilà. frisé de. Ouais, on a. Là, on est bon. Alors, j'ai jamais de problème. Ouais, ok. On Cool. y est. Parce qu'on a bugué le temps de la. On Ouais, a ouais, un c'est peu bon chez bugué au moi, ouais, début, ouais. effectivement. Ça a pris du temps. Comment vas-tu, Jack? Bien, je suis hyper content. Moi, j'adore faire des podcasts. Et puis, tu as été un des premiers à m'inviter, donc c'est vraiment cool. C'est que je t'ai reçu sur mon autre podcast et non pas sur celui-ci. Et sur le podcast en question, sur le premier, on a parlé un peu des enfants. Et là, je t'ai dit, il faut que je t'invite sur Papapreneur. C'est obligé parce que voilà, t'es entrepreneur, tu es papa, du coup, tu réunis les deux conditions nécessaires pour être un invité de qualité. Donc, autant en profiter. Et en plus, t'as du beau matos. T'as un beau casque, comme on l'a évoqué précédemment, toi et Ouais, moi. ouais, ouais, le casque de Joe Rogan. Jorgan, qui est vraiment le podcasteur numéro 1 pour ceux qui ne le connaissent pas. Et lors de ton passage sur mon podcast, tu as évoqué le fait que tu avais une répartition des tâches avec ta femme, quasi Ouais. militaire à la maison en fait. Toi, tu fais ça, elle fait ça. Et d'après ce que tu m'as dit, c'est vraiment un élément qui est central aujourd'hui en termes d'organisation, de productivité et de réussite, à la fois entrepreneuriale et aussi dans votre couple et par rapport aux enfants. Ouais. Et c'est vraiment l'axe que je voulais donner par rapport à ce podcast-là. Ça ne sera pas le seul, évidemment, mais c'est un des sujets que je veux évoquer parce que très souvent, les Ouais. tâches quotidiennes, c'est un peu comment dire, on les répartit un peu sans le savoir, tu vois. Il n'y a pas cette conscientisation de la répartition, ce qui fait que Ouais. les limites sont parfois floues. Et des fois, il y a des engueulades, des tensions, des pertes de temps qui sont générées par ce flou-là qui malheureusement ne devrait pas avoir sa place dans un couple. Mais avant de commencer à en parler, peux-tu déjà te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, donc je m'appelle Jack, enfin c'est mon surnom, mais c'est cool. Et puis je suis donc propriétaire de salle de CrossFit. À la base, je suis coach en fait, hein. Je suis propriétaire de 2 salles de CrossFit et je suis aussi coach donc et youtubeur. Alors je mets des guillemets parce que j'arrive pas trop à me voir comme ça, mais la vérité c'est que je fais des vidéos sur YouTube, donc si c'est ça la définition, voilà. Et donc mon job sur YouTube, c'est de faire des vidéos parce que je trouve ça hyper fun et parce que je pense que ça apporte de la valeur aux autres et parce que ça développe du coup d'autres choses autour. Donc à une époque, j'ai donné énormément de séminaires. Forcément, ça crée une réputation pour mes salles, ça me permet de vendre des coachings online, etc., etc. Donc le côté entrepreneur, le voilà. Et après, le côté personnel. Donc je suis avec une femme que j'aime beaucoup depuis bientôt 9 ans. Et on a un petit garçon de 4 ans qui vient d'avoir 4 ans. Euh, et je suis totalement fan de ma famille. Je les aime vraiment beaucoup tous les deux. Euh, et puis, par contre, bah, oui, je pense qu'il faut être très clair par rapport à ça et très honnête. C'est très, très, très difficile de combiner la vie de parents avec la vie d'entrepreneur. Parce que je sais pas pour vous les gars ou les filles ou les gens qui nous écoutez, mais moi je fais partie de ces entrepreneurs qui, comme presque tous, hein, on pense à notre job du matin au soir, faut être honnête. Du Hmm. matin au soir, du réveil au coucher. Parce que c'est notre job, c'est notre bébé, on l'a créé, on l'a construit, on l'a conçu. Et donc, forcément, on a tout le temps des idées pour l'améliorer. On est face à un problème. En plus, moi, je gère des employés. Donc, il y a tout le temps des choses qui sollicitent mon attention. Et honnêtement, dans mon temps libre, je me rends compte qu'il y a des gens qui travaillent par défaut dans leur temps libre. Tu vois, ça, c'est aussi un truc intéressant à aborder. Moi, je travaille pas par défaut dans mon temps libre, je travaille par choix, parce que j'adore ça. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu as tout ce temps, tout cet espace physique, mental, etc., qui est dédié à ton job. Et puis, à un moment donné, hop, un enfant. Et tu le disais, ça vient mettre le chaos, mais c'est même pas le chaos. S'il y avait un mot au-delà, ce serait ça. C'est-à-dire que ça prend et ça. Et il faut tout réévaluer, en fait. Il faut tout changer, il faut tout réorganiser. Et là, franchement, je peux pas insister à quel point la communication du couple est la clé, en fait. La clé. Je pense qu'il n'y a même pas d'autre, en fait. C'est la clé. C'est la communication dans le couple. Et dire, OK, aujourd'hui, j'en peux plus, c'est à toi de prendre le relais, donne-moi un coup de main, quoi. Et t'inquiète, je ferai la même chose pour toi un autre jour, tu vois. Et trouver les ressources en soi, de se dire, OK, si l'autre est en difficulté, c'est pas parce qu'il a envie il a envie que je m'occupe de tout, ou il a envie de baisser pavillon, ou il a envie d'abandonner le navire. Non. Ce qui se passe, c'est que c'est juste difficile, en fait. C'est juste vraiment difficile d'être parent à certains moments. Et donc, c'est bien de pouvoir compter sur l'autre, quoi.
Et franchement, j'ai énormément de compassion pour les parents célibataires, parce que je me dis à quel point, en termes d'organisation, c'est encore plus difficile, quoi. Tu vois. Donc voilà, je pense que la communication du couple, c'est juste un game changer énorme. Et donc voilà, pour ceux qui me découvrent, mes passions dans le boulot, c'est l'alimentation, le crossfit et la formation. Ce sont vraiment des choses que j'adore faire, sur lesquelles j'adore travailler, rechercher, étudier, essayer encore et encore et encore pour faire mieux. Et parce que je pense que ce sont des beaux leviers de mieux-être, je pense. Simplement, je vais le dire comme ça. Pour moi, c'est même la base, à vrai dire, parce que beaucoup de personnes cherchent à être productives par des outils, par des Trello, par des Notion, en négligeant constamment l'aspect sommeil, l'aspect alimentation et l'aspect mouvement. Pourtant, Alors c'est que la base, c'est c'est ce qui crée 10 l'énergie fois simplement. plus efficace Mais que le dernier complètement. Trello ou le Notion à la Mais mode. exactement, sauf qu'on est constamment attiré par les nouveautés avec le fameux effet de l'objet brillant. On veut la nouveauté parce que niveau évolutif, on est programmé pour rechercher la nouveauté parce que c'est un avantage évolutif, donc de survie. Mais c'est vrai que si le sommeil n'est pas présent, et en plus on prend parler du sommeil par rapport aux enfants parce que c'est un vrai sujet. Si l'alimentation n'est pas aussi présente, si on mange un sandwich devant un écran tous les midis, si on bouge pas assez, si on est vissé à sa chaise, on n'aura jamais l'énergie pour être efficace. Certes, on C'est aura une les connaissances, certitude. on aura les outils, on aura le système, le protocole, mais l'élément qui sera au centre, l'être humain, sera défaillant. Et comme on le sait très bien, on est en fait l'élément le plus fort d'une chaîne. Attends, je perds un peu ma phrase, mais tu vois ce que je veux dire, Non, quoi. non, j'ai compris. Voilà. En On fait, n'est jamais, constamment, on n'est jamais on est aussi fort aussi. que l'élément le plus faible de la chaîne. Voilà, C'est exactement. ça. Avant de commencer réellement à rentrer dans le détail du podcast, les questions, ta vie, la répartition, etc., la question que j'aime bien poser pour commencer, c'est as-tu été pour commencer entrepreneur avant d'être papa ou papa avant d'être entrepreneur? Euh, Entrepreneur avant d'être papa. Je D'accord, donc suis. tu as vraiment vécu le chaos complet, quoi. Parce que tu avais ta Ouais, routine, tu avais tes rituels, ton temps générait ton argent, et d'un coup, un enfant arrive. ouais, Et du coup, est-ce c'est que tu es ça. tombé dans l'écueil complet dans lequel je suis tombé, dans lequel mon partenaire du coup de podcast est tombé aussi, Quentin, à savoir, je veux garder ma vie d'avant avec un enfant en plus. Je veux faire mon sport, sauf que j'ai un enfant. J'ai ma boîte, mais j'ai un enfant. Est-ce que tu as voulu rajouter 10 heures à ta journée pour t'occuper de l'enfant en plus du temps que tu gardais avant pour tes projets? Alors, un peu, Hmm. mais j'ai eu une chance. C'est qu'en fait, Tai, il est né en mai 2019. Hmm. Et donc, ça veut dire qu'en mars 2020, on a été confinés. Et ce qui se passe, c'est qu'on a été confinés chez nous, avec en plus le plus beau printemps en Belgique, je pense, de l'histoire. Et donc, on avait du temps et on avait du soleil. Donc, ça, c'était pas le pire moment à gérer, tu vois. Et en plus, pour l'histoire, parce qu'on est aussi entre entrepreneurs, donc à ce moment-là, je lance mon premier programme online de façon tout à fait euh, sérendipitique. C'est-à-dire que je sors mon premier programme online et on est confiné. Donc tu te doutes bien que ça fait un carton intergalactique puisque c'est un programme que les gens peuvent faire chez eux. Hmm. Donc ça cartonne. Et donc je bosse de chez moi, je bosse quelques heures par jour, ça marche hyper bien et j'ai du temps avec ma famille. Et je m'entraîne dans le jardin parce que de toute façon tu peux pas, enfin dans le jardin, dans la rue parce que j'ai pas de jardin à l'époque, parce que tu peux pas aller à la salle. Et donc ça a quand même changé vachement la donne. Pourquoi? Parce que du coup, dans sa première année de vie, on a eu ce temps-là. Et dans sa deuxième année de vie, on n'a pas été confiné, mais ma salle, elle a été fermée pendant 8 mois. Et 8 mois de fermeture, à la fois, c'est hyper violent pour le business, et à la fois, c'est hyper apaisant à gérer, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves avec beaucoup moins de contraintes, beaucoup moins de gestion du temps, beaucoup moins de gestion des gens, enfin voilà. C'est-à-dire que ma charge mentale, elle a fait, tu vois, elle avait vraiment coupé énormément. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui était vraiment très présente à ce moment-là, mais vraiment des gens très impliqués et donc qui tu vois, typiquement, c'est une anecdote que j'ai envie de raconter presque que pour leur rendre hommage, quoi. Mais en fait, si tu veux, la semaine avant que ma femme accouche, mon employé principal retournait vivre chez lui. Donc, c'était un Français qui était venu bosser avec moi ici en Belgique et qui, à un moment donné, m'a dit: j'ai le mal du pays, j'ai vraiment envie de rentrer près de ma femme, près de ma famille et tout. Et donc, il quitte. Et donc, la semaine avant, je me retrouve à donner tous les cours dans ma salle. Tous, parce que je suis tout seul. Et à ce moment-là, je suis en train de former des coachs. Je commence la semaine, je donne tous les cours. Le jeudi matin, avant de partir à la salle,
ma femme perd les os et commence à avoir des contractions. Et c'était un mois plus tôt. C'était un mois plus Ah la tôt. vache, ok. Ouais, c'était un mois. Ouais. Donc c'était chaud. On a eu des complications, machin. Enfin, c'est pas le but du podcast, mais pourquoi je dis ça, c'est parce que c'était pas du tout prévu. Et donc, j'appelle les coachs et je leur dis bon, bah, les gars, voilà, on a 2 solutions. Soit on ferme la box 10 jours parce que moi, je vais pas venir donner cours, soit de vous donner cours. Et donc, ils ont répondu présent et ils ont vraiment poussé les gens dans l'eau froide, quoi, apprendre à nager. Et ils ont vachement géré ça. Tout ça pour te dire que j'étais entrepreneur. Comme je dis toujours, si ma femme et mon fils n'étaient pas là, je bosserais pas 8 heures par jour, mais 14, parce que j'adore vraiment mon job. Je pense que je bosserais tout le temps, sauf quelques loisirs que j'aurais sur le côté. Et l'arrivée de notre fils, ça a été une énorme perturbation. Juste, en fait, c'est que dans ce chaos, j'ai eu des moments d'accalmie grâce au Covid. Ouais. Il faudra peut-être que tu bipes le mot, je sais pas. Ouais, peu importe. Mais voilà, grâce à ces moments-là, mais maintenant ils sont un peu plus cool avec ça quand même. Parce que ça m'a donné voilà, ce petit temps de recul pour nous ajuster. Et alors, pour être honnête, ça aussi, je pense que ça peut intéresser des gens qui sont dans le cas. C'est que nous, on a mis deux choses en place qui sont un peu particulières. Donc, la première, c'est que pendant les 2 premières années, en fait, ma femme n'a pas travaillé. Pour pouvoir. C'était un choix, en fait. Elle m'a dit voilà, moi, je pense qu'on n'aura qu'un enfant, j'ai envie de passer du temps avec, etc. Et après 2 ans, par contre, elle m'a dit je n'en peux plus. je n'en peux plus d'être maman à temps plein, c'est plus possible. Je comprends tout à fait, t'inquiète, on va trouver une solution. Et la deuxième chose, c'est que du coup, on a choisi jusqu'à ses 3 ans de ne pas le mettre à l'école, ni à la crèche. Donc, par contre, en termes de gestion du temps et de l'énergie, ça aussi, c'était quelque chose d'assez costaud, quoi. Parce que du coup, tu te retrouves avec ton enfant qui n'est pas à la crèche de 9h à 17h tous les jours. Et donc, il faut gérer ça aussi. Donc voilà, il a fallu aussi gérer ce truc-là. Et très honnêtement, ça a demandé énormément d'ajustements. Et ça en demande toujours maintenant. Mais voilà, la communication, je ne peux pas le dire assez. La communication et les ajustements. Parce qu'en fait, quel âge ils ont tes enfants? Alors, le plus grand a 4 ans et demi, le deuxième va sur ses 23 mois. Ok. Je ne sais pas si tu vas confirmer, mais mon impression, c'est gérer un enfant à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, à 4 ans, c'est tout le temps différent. Tu sais, au début, tu le couches sur le dos, il fait rien, quoi. Donc, c'est-à-dire que mais non, mais c'est vrai. Si tu veux bosser 1 heure, franchement, au tout début, il y a moyen. Hein. Tu le couches sur le dos, ça dépend des enfants. Ça dépend des enfants. Avec le mien, je ne pouvais pas. C'était impossible. Okay. Alors, j'étais encore salarié à l'époque pour vraiment te montrer un peu le contexte. Je partais le matin, il pleurait, et je rentrais le midi, j'entendais pleurer depuis la rue. Je repartais, il pleurait, je rentrais le soir, il pleurait. Oh, Mon fils n'a fait que pleurer pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans, et il ne dormait pas durant quasiment 1 an et demi à 2 ans. Ok. Donc là, on a traversé l'enfer avec ma compagne durant ces 2 années-là. Mais là, je comprends. L'enfer, Voilà. Le deuxième, par contre, effectivement, était comme tu le dis, tu prends soit un doudou, soit un enfant, tu le poses par terre, c'est pareil en fait. Pour le deuxième, c'était ça. Il reste par terre, il végète, il dit areux, et c'est très bien. Il se retourne un peu quand il essaye, etc. Oui, là, effectivement, tu peux bosser quand c'est comme ça. Voilà. Par contre, quand il commence à marcher ou même à ramper, ou même à 4 pattes, alors là, c'est fini parce que il te retourne la maison. Il se prend un truc sur la tronche, c'est ingérable. Et donc, tu as ces trucs-là, puis après, il commence à parler, il commence à vouloir de l'attention, il commence à vouloir jouer avec toi, etc., etc., etc. Et à l'inverse, plus il vieillit, plus il a envie et l'opportunité et la capacité de s'occuper tout seul. Enfin, tu vois. Et donc, tout ça sont des stades de développement, je pense, qui nécessitent vraiment des ajustements constants. Il faut vraiment être tout le temps en train de se dire, OK, maintenant, on est dans telle situation, il dort pas, qu'est-ce qu'on fait? OK, il mange pas, qu'est-ce qu'on fait? OK, on bosse pas, tu vois. Et donc, voilà, j'insiste lourdement là-dessus. Et donc, je ne sais pas si c'est le bon segue pour parler de cette histoire de tâches. Mais en fait, la répartition des tâches, chez nous, c'est fait en fait assez naturellement. Sauf qu'à un moment donné, on les a entre guillemets formalisés. Alors, je dis entre guillemets formalisés, ça veut dire qu'on n'est pas non plus avec des Google Sheets ou des fichiers Excel pour dire qui travaille à quelle heure et s'occupe de quoi. Mais à un moment donné, tu vois, on s'est rendu compte à quel point, par exemple, pour moi,
faire les courses et faire les repas, c'est quelque chose qui n'est pas particulièrement gênant. Moi, je vais avec mon fils, on va faire les courses, on fait un peu les fous dans le rayon, machin, on rigole, on fait ah tu veux ci, tu veux ça, tu vois voilà, et on passe un bon moment en fait. Ma femme, elle est faire les courses, ça lui prend la tête de ouf, elle a l'impression de perdre du temps et de l'énergie, tu vois. Et à l'inverse, gérer l'agenda avec oui, il faut trouver un stage pour notre fils pendant l'été, il faut s'organiser pour la garde avec la babysitter, ceci, le machin, cela. En fait, moi, ça me demande une charge mentale, mais démesurée, mais vraiment démesurée. Et je pense que tu as compris que j'avais pas vraiment que ça à faire de ma journée d'ajouter de la charge mentale, tu vois. Et donc, Évidemment. voilà. Et donc, un peu naturellement, bah, c'est moi qui m'occupe, je suis le chef cuistot de la maison et ma femme, c'est l'organisatrice, quoi, tu vois. Et en fait, ça marche assez bien. Ça marche assez bien comme ça et on en discute régulièrement. Et bien sûr, ça veut dire que, tu vois, ma femme, si elle voit la vaisselle qui est remplie ou qui est vide, et elle va le faire, tu vois, de temps en temps. Mais globalement, ça reste ma responsabilité, tu vois. Et en fait, cette répartition-là, elle est assez cool parce que je trouve que, bah, en fait, c'est le même principe dans une entreprise. Le job de l'entrepreneur, avant toute chose, c'est de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. C'est de mettre les personnes qui sont les plus compétentes et les plus à même de faire ce travail avec plaisir et qualité au bon endroit. Donc, si j'ai un gars comme Rizza qui s'occupe de tourner et filmer mes vidéos, mais qui n'est pas très branché prendre la parole en public, machin, tu vois, et que je lui demande à lui de tourner des vidéos face cam ou de faire ou de donner des formations, tu vois, il va peut-être le faire, mais il va se faire violence et il va pas être particulièrement efficace, il va pas particulièrement kiffer, tu vois. Alors que par contre, il se met avec son casque, son ordinateur, dans un flow à monter des vidéos et à machin, et il est hyper efficace et il est beaucoup plus heureux, tu vois. Donc si j'ai quelqu'un qui, en plus d'être bien dans son job, le fait bien, et en plus de bien faire son job, s'y sent bien, bah on a gagné. Et je pense qu'au niveau des tâches à la maison, c'est un peu pareil. C'est En un plus, peu ça l'idée en fait. c'est intéressant parce qu'au niveau physiologique, que génère un stress, ça génère du cortisol. Tu le sais très bien, tout comme moi, qui est antagoniste notamment à la production de testostérone et j'en passe, mais peu importe, c'est pas le sujet. Mais simplement, un enfant, c'est du stress. Il faut dire ce qui est. Même quand tout se passe bien, c'est du stress parce que Beaucoup. à chaque moment, tu as l'impression quand t'es père qu'il va mourir. On est d'accord. Non, mais c'est vrai. Alors, Il est moi, malade, il j'ai pas respire fort. l'impression que mon fils va tout le temps mourir. Ah, Ça, moi, ça j'ai va. l'impression, c'est terrible. C'est Il vrai? est- Quand ils sont petits, c'est encore pire. Tu vois, il hurle toute la nuit. Ok, c'est Ouais. insupportable. Il n'hurle plus, il fait plus de bruit. T'as peur qu'il soit en train de s'étouffer. Du coup, tu rentres dans la chambre, tu ouvres la porte, il se remet à hurler. Peu importe, mais ça pour dire qu'en fait, il y a vraiment un état de stress constant. En être Non, mais entrepreneur, ça, c'est c'est du clair. stress. Avoir un Mm. enfant, c'est du stress. Le monde dans lequel on vit, c'est du stress. Si en plus on rajoute une source de stress qui est une mauvaise répartition des tâches, au bout d'un moment, on sature. C'est comme ça qu'on crée des Complètement. tensions. C'est comme ça qu'au bout d'un moment, on claque la porte, ça se finit mal, il y a des drames, il y a des séparations. Donc autant effectivement, comme tu l'as très bien dit, au début ça se fait de façon un peu inconsciente, mais pourquoi pas le formaliser? Ok, moi j'aime faire les courses, toi t'aimes planifier. Et ben pourquoi faire l'inverse? Pourquoi s'embêter à Exactement. s'infliger des choses qui ne sont pas faites pour nous? Pour Aurélie et moi, c'est pareil, effectivement, c'est devenu inconscient, on l'a pas formalisé comme ta compagne et toi, mais effectivement, on sait ce qu'on fait à la maison. On sait ce qui incombe à elle et à moi, et on s'y tient. C'est pas pour autant qu'on n'est pas Exact. flexible. S'il y a besoin des fois d'épauler la personne, on va l'aider, évidemment. Mais dans les grandes lignes, le 80% du temps, effectivement, on se tient aux tâches qu'on s'est fixées. Et comme ça aussi, on est efficace dans les tâches du quotidien. Parce que Exact. si jamais on se renvoie la balle, c'est à toi, non, c'est à moi, etc., ça sera jamais fait. Ça va créer des tensions, des complications, des impayés, des impôts, des Ouais. majorations et j'en passe. Et in Ouais. fine, ça va forcément se conclure par quelque chose qui est négatif et non pas positif. Donc oui, je te rejoins à 100% sur quasiment l'obligation de dire, ok, c'est comme une boîte. Un enfant, c'est comme un salarié. Il faut l'éduquer, faire monter en compétences jusqu'à l'autonomiser. Et également, nous, ses parents, on est là pour l'aider. Et pour l'aider efficacement, il faut qu'on soit des modèles et qu'on se répartisse ses tâches intelligemment et efficacement. Ouais. Donc Exactement. je Et te donc, rejoins à 200%. Et de façon plus large, tu fais écho à plusieurs reprises de la notion de communication dans le couple. ouais. Comment tu communiques toi aujourd'hui? Parce qu'avoir un enfant, comme tu l'as dit, l'enfant monopolise l'attention. Quand il Mhm. est là, encore plus qu'il n'est pas scolarisé comme le tien, de 6h30, 7h du matin jusqu'à 19h30, 20h, l'enfant est Mhm. présent. Pour communiquer, c'est compliqué. Nous, très souvent, Ouais. notre fils nous interrompt, cherche à nous parler. Et quand on Oui. l'ignore en quelque sorte pour maintenir l'échange avec ma compagne, il va faire des bêtises pour se faire remarquer. Il va pousser son frère, Ouais. il va en venir aux mains.
au conflit, faire du bruit, taper quelque part. Comment toi, tu fais pour trouver cette capacité, ce sas, pour communiquer efficacement avec ta compagne? Est-ce que tu as des astuces, des solutions? Ça a toujours été simple? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que tu veux en parler? C'est bien sûr pas simple. La force, si tu veux, c'est que donc ma femme, à la base, elle est donc formée en psychologie du travail et dynamique de groupe. Ok. Et elle a donné pendant presque 10 ans des formations dans la gestion on va dire, la gestion des conflits et de la violence avec des délinquants. Ok. Donc, tu peux imaginer que communiquer, elle sait faire. Et surtout, c'est quelqu'un qui ne va jamais laisser un dossier traîner. Tu sais, il y a quand même un truc pour lequel l'être humain est très très fort au 21e siècle, c'est il y a un problème, je vais soulever le tapis, je vais le glisser en dessous, je vais fermer le tapis, on ne sait jamais que le problème disparaîtrait. Elle fonctionne pas du tout comme ça. Et si moi j'ai pu faire ça plus jeune, je peux te dire que depuis que je suis avec elle, ça n'existe plus. Et je trouve ça très cool parce qu'elle m'a obligé à grandir là-dessus. Et du coup, typiquement, dans mon job, ça m'aide énormément. Et puis moi, je suis quand même dans le coaching et dans la formation, dans la pédagogie. Et donc, j'ai aussi la capacité de communiquer. Alors, la difficulté, c'est par contre de pouvoir communiquer quand tu es en état de stress, quand tu es en état de contrariété, quand tu es en état émotionnel avancé. Communiquer dans cet état-là est beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc, la première chose, et ça, c'est elle qui me l'a appris et j'en suis très content, c'est qu'on ne communique pas quand on ne va pas bien. On n'essaye pas de régler un problème quand il y en a un des deux qui a à deux doigts d'exploser. Ça ne marche pas, tu vois. Donc, si tu en as un des deux qui a mal dormi pendant 3 jours, si tu en as un des deux qui vient d'avoir une dispute avec sa mère, j'invente totalement, c'est pas le moment d'essayer de régler les problèmes de notre fils à l'école. On en a bien conscience. Donc ça, c'est la première chose. C'est on choisit notre moment. La deuxième chose, c'est que en termes de quand on le fait, en fait, on l'a toujours fait un peu en mode les 2 moments vraiment qui nous ont toujours bien convenu, c'est la sieste, parce que tout un temps, il faisait la sieste. Et donc, pendant ce temps-là, on se posait, on se disait, OK, c'est le moment, allons-y. Et le repas du soir. Le repas du soir, on a toujours essayé de préserver ce moment comme un moment de calme à la maison. Et donc, la règle qu'on a établie avec notre fils au fur et à mesure du fait qu'il grandisse, puisque petit, il était à table avec nous, c'est que ce moment-là, il a le droit d'aller jouer, il a le droit d'aller lire, mais il n'a pas le droit de faire du bruit. Donc en gros, c'est tu joues et tu lis, c'est cool, mais tu joues et tu lis dans le calme. On veut pas que tu cries, on veut pas que tu cours partout, etc. Alors, bien évidemment, ça ne marche pas 100% du temps, tu t'en doutes bien. Mais cette règle-là, elle est quand même vachement installée depuis 4 ans, et donc, c'est pas trop compliqué de la rappeler et de la enforce. Je sais pas comment on pourrait dire ça en français, mais tu vois ce que je veux dire? Genre s'assurer que la règle est respectée, quoi. Et en fait, ce moment du repas du soir, il est vraiment cool parce que bien souvent, c'est un moment où on se pose et où on discute. Pour terminer, on a de temps en temps des moments, maintenant qu'il va à l'école typiquement, où on arrive avec ma femme à se caler un moment la journée par-ci par-là pour discuter. Mais soyons bien clairs, on ne communique pas entre 2 portes, quoi. Entre moi je vais faire la lessive et moi je pars au boulot, quoi. Ça marche pas. Pour des petits ajustements, ça marche. Mais quand il faut faire des vrais changements structurels, systémiques, il faut se poser, il faut s'asseoir, il faut discuter, quoi. Tu vois, là par exemple, on rencontre aujourd'hui une petite difficulté avec notre fils à l'école. On vient de se croiser parce qu'aujourd'hui, ma femme et moi, on est au même endroit. Elle me donne des infos. Je lui dis, OK, merci pour les nouvelles, machin, viens, on se parle ce soir. Et ce soir, on va se poser et on va discuter. Tu vois ce que je veux dire? Mais on va pas essayer de faire ça vite fait, parce que je pense que c'est vite fait mal fait, en fait, dans des moments comme ça, tu vois. Et donc, j'ai vraiment ce souhait d'avoir le temps et d'être dans un bon état d'esprit. Et ça, j'insiste vraiment lourdement, parce que quand tu me dis on a vécu l'enfer pendant 2 ans, alors nous, ça n'a pas été à ce point, mais pas loin, parce qu'on a eu des gros problèmes avec le sommeil de notre enfant, et tu sais à quel point c'est pénalisant de mal dormir. C'est incroyable à quel point ça te bouffe la santé, ça te bouffe la tête, ça te bouffe le physique, c'est incroyable. Tu perds littéralement des années de vie, il faut dire ce qui est. Tu en perds. Et tu le sens. Tu le sens. Au début, je pensais être fatigué, je suis devenu père, j'ai compris ce que c'était la fatigue.
Vraiment. Incroyable. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais aussi, alors juste parenthèse là-dessus, ce que j'ai trouvé aussi extraordinaire, c'est à quel point le corps est fort, quoi. Oui. Est fort. Parce que par contre, moi, j'aurais jamais pensé pouvoir fonctionner comme j'ai pu fonctionner dans des états dans lesquels j'étais. Si tu me dis, pendant une semaine, tu vas dormir 3 fois 1h30, parfois 4 fois 1h30, jamais plus d'1h30 d'affilée, pendant une semaine entière, et tu vas réussir à aller au boulot, et tu vas réussir à t'entraîner, et tu vas réussir à être plus ou moins de bonne humeur, jamais je t'aurais cru. Mais tu peux le faire quand tu es jeune parent. Par contre, si ça dure dans le temps, il y a un moment donné où ça snap. Et donc, je pense que comme toi, comme ta femme, comme la mienne, on a probablement tous eu, soit au bord du nervous breakdown, soit carrément, quoi. C'est ce moment où tu as les nerfs qui lâchent et où tu as juste envie de soit de casser quelque chose, soit de t'effondrer, de pleurer, quoi. C'est l'un ou l'autre, quoi, tu vois. On a toujours refusé d'aborder les problèmes dans ces moments-là. Voilà. À ce moment-là, c'est juste le moment pour se calmer, en fait. C'est juste le moment pour soit évacuer, genre j'ai besoin d'hurler, soit pour pleurer un coup, une demi-heure, s'il faut, ça sort, et viens, on discute après. Mais ça, c'est un truc très masculin d'ailleurs, et je pense que c'est quelque chose auquel on doit faire très attention, parce que tu dis papa-preneur, donc j'imagine que c'est une audience majoritairement masculine. On est très orienté solution. Donc, c'est-à-dire que quand notre femme vient avec j'ai envie de pleurer, on va lui dire quel est le problème, viens, je vais t'apporter une solution. Et en fait, c'est là que ma femme est très forte aussi. Parfois, elle me dit, je n'ai pas envie d'une solution, j'ai envie de pleurer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai juste besoin de ventiler, en fait. J'ai juste besoin que ça sorte. Et en fait, ça, je l'ai mieux compris maintenant, tu vois. J'ai mieux compris Parfois, je lui dis, tu veux qu'on en parle pour une solution? Ou elle me dit, non, pas maintenant. Ok. Donc, dans ce cas-là, je vais juste t'écouter et machin. Et puis, moi, je prends mes notes mentales. Et puis, 1 heure, 2 heures, 3 jours après, je viens et je dis, tu sais, tu m'as parlé du fait que dodo, machin, j'ai pensé à un truc, tu vois. Et en fait, ça passe 10 fois mieux, quoi. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet ce que tu dis. Moi, j'ai beau le savoir constamment, je me bute au problème de ok, la solution c'est ça. J'ai compris tes sentiments, c'est moi j'ai compris. Maintenant, on met ça de côté, on passe en mode solution. Et là, tu la vois qu'elle commence à monter en tension. Tu dis ok, j'aurais dû fermer ma gueule et juste écouter. Tu te tais, tu écoutes juste. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand on est en plus entrepreneur, je pense. Parce que être entrepreneur, c'est trouver des solutions à des problèmes. Complètement. Donc, quand on est déjà masculin, parce qu'on est câblé pour ça, plus entrepreneur, dès qu'il y a un problème, on cherche quoi? La solution. On veut mettre de côté les sentiments. Ok, là, c'est passé, c'est fait, c'est acté. Maintenant, l'avenir, c'est quoi? Et là, elle te regarde d'un déconfit avec les yeux meurtriers. Merde, qu'est-ce que j'ai dit? Exactement. Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu as raison, mais c'est ton timing qui est très mauvais. Oui. Et pareil, ça, je l'ai appris comme toi, peut-être à mes dépens. Mais par contre, après, voilà. En fait, si tu veux, maintenant, le game changer là-dedans, c'est que je prends la peine de te demander. Est-ce que je peux t'apporter une solution? Ah non, c'est pas le moment. Et parfois, elle me dit oui, et je commence à parler, et je vois qu'elle monte en pression, tu vois. Et je dis, ok, non, donc c'était pas le moment. Ok, on en reparlera plus tard, tu vois. Et donc, on a vraiment à cœur de nous aménager du temps et des moments. Voilà, une fois tous les X temps, par exemple, il est chez sa grand-mère et on va manger tous les deux, tu vois. Ou une fois tous les X temps, on se retrouve sur un temps de midi pendant qu'il est à l'école et on va manger un petit bout et on discute, tu vois. Et ça n'arrive pas souvent, pas autant qu'on voudrait, parce qu'on n'a pas beaucoup d'entourage proche, si tu veux, localement. Nous, tu vois, nos familles, elles sont un peu, voilà. Et mais ces moments-là, on crée des contextes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On crée des contextes. Et créer un contexte pour discuter, en fait, c'est tellement, tellement plus agréable d'être posés tous les deux au restaurant, à manger un plat qu'on apprécie et à être dans le calme et à aborder un sujet difficile, que d'être à la maison sous tension avec il faut ranger, il faut faire ça, il faut payer la facture, il faut s'occuper de taille qui crie, etc. Et là, tu essaies de régler un problème et tu te rends compte à quel point ton cerveau ne peut pas dealer avec tout ça en même temps et être efficace à la résolution de problèmes, d'autant plus si c'est un sujet qui est stressant, touchant, impactant. Et donc, à ce moment-là, tu te poses, tu te mets dans un contexte de qualité. Et finalement, ça ressemble beaucoup à l'entrepreneuriat. Ici, je tourne un podcast, mais je suis dans un contexte de qualité. Tu vois, j'ai bien mangé ce matin. Je suis avec un environnement qui me stimule.
Je me suis rafraîchi avant, je me suis mis un peu de l'eau sur le visage, je me suis mis, tu vois, hop, c'est parti, je suis dans la bonne énergie et on va faire un podcast de qualité. Tu vois, je vais donner une formation à mes coachs, je vais pas arriver déprimé, la tête jusque par terre, penser à mes problèmes, essayer de donner une bonne formation, ça marche pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une séance de sport, je vais bien manger, je vais me prendre une douche, je vais me rafraîchir, je vais me mettre dans une salle qui m'inspire et hop, on va faire une formation de qualité, tu vois. Je vais faire Et je un pense que c'est la parallèle, même chose, un bien sûr. parallèle par rapport à l'environnement. En fait, le simple fait d'avoir son téléphone portable sur son bureau, tu perds 26% de productivité. Ok, Ça a été montré par la science. Et le parallèle que je fais simplement, si tu es chez toi pour parler de choses compliquées, de choses complexes, et qu'en plus, comme tu l'as dit, il y a des factures à payer. Tu as le courrier qui est sur le bureau, par exemple. Tu as de la vaisselle à faire. C'est mal rangé. Il y a ceci, il y a cela. Il y a des plaintes qui sont pas collées. Ça fait 6 mois que tu dois la coller, elle n'est pas collée ta plainte. En fait, constamment, même si tu cherches à ignorer ces éléments-là quand tu parles du problème avec ta compagne, ton cerveau les voit. Il n'est pas aveugle à l'environnement, bien au contraire. Donc, le fait de les ignorer te bouffe de l'énergie cognitive. Donc forcément, l'énergie que tu perds là à rester concentré, tu l'as pas pour être avec ta femme pour l'écouter. Ce qui crée c'est quoi? Des clair. tensions qui arrivent plus rapidement. Ce qui crée un non-contrôle émotionnel. Et en fait, tu pars sur des clashs, sur des mots parfois durs, sur de l'agacement, de l'énervement, ce qui agace l'autre, ce qui du coup crée un phénomène de réciprocité qui n'aurait pas lieu, comme tu l'as dit, dans un lieu qui est neutre. Au restaurant, à l'extérieur, dans un parc, quand tu vas marcher avec ta compagne. Donc tu as raison, je pense que le Exact. fait que de quitter la maison, comme quand tu vas bosser, quand tu bosses chez toi, personnellement, je ne peux pas bosser si la vaisselle n'est pas faite. Parce que je sais qu'elle est là. C'est terrible. Si la maison n'est pas rangée, je ne peux pas bosser, c'est impossible pour moi. Littéralement, c'est impossible. Là, j'ai Alors un que si t'es bureau, dans un café ou dans ton bureau, complètement. Mon bureau, moi, je sais que les clean, en fait. Tout est installé, tout est prêt, je peux bosser parce qu'il n'y a pas d'éléments dans mon environnement qui me polluent, qui me posent problème. Et je pense que tu as raison, quand on veut parler de sujets complexes, de sujets parfois délicats, parfois sensibles, parfois émotionnels, il faut que le cadre permette cet échange. Parce que si le cadre ne nous permet pas, forcément, on ira droit dans le mur beaucoup plus facilement. ah, je suis tout à fait d'accord. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Et plus le temps passe et plus c'est marqué chez nous, chez moi. Vraiment cette envie d'aller ouais, dans un resto, d'aller, tu le disais, dans un parc, c'était sympa. Tu vois, l'autre jour, on est allé chercher des sushis à emporter, on est allé s'asseoir sur un banc, quoi, au soleil, et on a discuté, tu vois. Et en fait, c'est impressionnant à quel point ce sont des moments de prise de recul sur la situation, quoi. Tu dézoomes, en fait. Et tu vois, on va pas souvent en vacances, mais là, on est allé en France une semaine, sud de la France. Il faisait beau, il faisait calme. On a fait les petits marchés et tout, tu vois. C'était vraiment sympa. Et pareil, quoi. Tu dézoomes, en fait. Et tu Mm. prends vraiment du recul sur ta situation, sur tes difficultés, sur ce que tu rencontres au quotidien. Et c'est impressionnant, particulièrement à mon avis pour les entrepreneurs qui n'ont pas énormément de bande passante disponible pour autre chose que leur business, à quel point le fait de sortir de ton environnement te permet justement de récupérer de la bande passante Mm. et justement de récupérer de l'espace pour, ok, tu sais quoi, maintenant on va en parler. Le running gag avec ma femme, c'est qu'à chaque fois qu'on part en vacances, on se rappelle à quel point on aime partir et on réfléchit à des solutions pour partir plus souvent. Et à Mm. chaque fois qu'on est en Belgique, on n'en parle pas parce qu'on n'a pas le temps. Et donc, on le fait pas. Tu vois. Et à chaque fois, on arrive en vacances et elle me dit, on va encore parler de partir plus souvent. Ah oui, je dis exactement, il faut qu'on trouve une solution pour partir plus souvent. Tu vois. Et du coup, c'est vraiment c'est pour illustrer ce truc de quand tu es le nez dans le guidon, comme on dit chez moi. Je sais pas si c'est une expression qui se dit en France ou pas, Si, tu vois, si. être le nez dans le Mm. guidon. Ouais. Mm. Quand tu es le nez dans le guidon, c'est impressionnant à quel point tu manques de recul et de perspective. Et ça, Mhm. c'est dans le boulot. Et pour moi, dans la vie privée, c'est exactement pareil, quoi. Exactement pareil. Si t'as ton fils qui crie, t'as la vaisselle qui est pas faite et t'as mal dormi, essaye pas de régler un problème de couple ou de famille. Ce n'est pas le moment, quoi. Ça n'ira pas, en fait. Alors, tu peux, mais sache que le seul truc que ça va faire, c'est vous faire monter en pression l'un et Mm. l'autre. Je pense que c'est J'ai déjà un bon premier apprentissage. j'ai Slim, que tu connais peut-être, de Nomad Slim, de Tu m'en Movers. as parlé, ouais. Je t'en ai parlé, je Ouais. crois, ouais. Ouais. Et Pierre Un ami aussi. à moi, Ouais. ah, Pierre aussi a dû t'en parler, Pierre Dufresne, du coup, en l'occurrence, Ouais. je suis passé sur son podcast récemment à Slim, il m'a fait une remarque vraiment intéressante. Il m'a partagé le rituel d'un podcasteur américain, dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui programme avec sa compagne tous les mois, je crois déjà, un moment ensemble pour parler de leur vie. Et tous les 6 mois, ils partent durant une semaine pour faire un bilan vraiment de l'avenir qu'ils veulent donner à leur couple. Nice. Alors, ils agrémentent ce bilan de champignons hallucinogènes,
Ça, c'est Ok, leur petit protocole secret. Mais effectivement, ok. cette notion de je prends rendez-vous avec ma femme, en fait, pour me dire, OK, tous les 6 mois maintenant, pour les 6 prochains mois, où on veut aller. Et ça, on le fait jamais. Hmm. Et je Non. pense que c'est encore plus important avec un enfant, ou plusieurs enfants, bien évidemment, pour savoir précisément, OK, l'éducation. Là, c'est le moment, il faut qu'on commence à en parler. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'éducation? Comment est-ce qu'on l'éduque? Comment est-ce qu'on lui apprend les choses? Est-ce qu'on l'aide plus que le système scolaire ou est-ce qu'on laisse le système faire les choses? Par rapport à nous, OK, quel temps on s'accorde? Tes projets, comment ils vont? Comment tu te sens aujourd'hui? Et je pense que c'est un moment, effectivement, durant une semaine, 3 jours, 5 jours, peu importe, mais qui peut être intéressant à mettre en place. Tu te dis, OK, Complètement. c'est une retraite ensemble pour avancer. Parce qu'on est Hmm. dans un bateau. Et si on n'est pas ensemble sur le bateau, vraiment sur la proue du bateau, on va changer de direction et ça ira pas. Il faut qu'on garde le cap. Et un cap qui t'avantage et qui m'avantage aussi. Ouais. Donc, je Je te pense qu'il rejoins y a à un vrai truc 100%. à Ouais. mettre en place par rapport à ça, ouais. Je te rejoins à 100% et c'est un peu, je te dis, ce qu'on fait quand on voyage, quoi. Mm. Et, euh, et les fois où on a 24 heures sans notre fils, parfois on fait un peu ça aussi. Et en fait, ce qui est cool, c'est que par contre, comme on parle beaucoup, souvent, même si c'est des petits moments, on s'arrange toujours pour en avoir régulièrement. Et du coup, on est quand même bien au fait de ce que l'un et l'autre ont fait et de ce que l'un et l'autre on veut. Et ça aussi, c'est parce que moi, dans mon job, le pourquoi, c'est une espèce d'élément central, si tu veux, tu vois. Ça revient tout le temps, en fait, dans l'alimentation, dans le sport, dans le coaching, dans la formation, dans le développement de ta carrière de coach, c'est pourquoi. Pourquoi tu veux faire ça, tu vois. Et du coup, je suis très familier forcément avec ce pourquoi, ces valeurs, comment on va y arriver, etc. Et je me rends compte que ça, on l'applique quand même bien, bien aussi dans la dynamique de famille et tout. Et donc, si je peux me permettre une remarque, j'ai pas de, j'ai aucun jugement à faire sur, sur la parentalité des autres parce que, en fait, je pense que les seuls gens qui jugent les autres parents sont des gens qui ne sont pas parents parce que c'est tellement, tellement compliqué. Ouais. C'est tellement, tellement difficile que pour moi, celui qui juge les autres, euh, soit il est dans une réalité parallèle qu'il s'est inventé en mode moi je suis un bon parent et vous pas, soit il n'est pas parent. Parce que c'est vraiment très compliqué. Et donc, on ne connaît jamais les circonstances. Tu vois, je te donne un exemple. Un truc, c'est que t'es au magasin, tu vois, et t'as un enfant qui hurle, tu sais, qui se couche par terre, qui hurle, qui pète une case, et t'as le parent, par exemple, qui fait rien. Ou qui se met à crier, tu vois. Deux comportements qui sont compliqués à comprendre dans cette situation-là, tu vois. Plus jeune, moi, j'aurais complètement jugé ces gens-là. Mais plus jeune, je parle d'il y a 10-15 ans, avant de prendre du recul comme maintenant. J'aurais complètement jugé ça en disant, mais c'est quoi cette éducation? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, qu'est-ce que c'est que cet enfant? Enfin, tu sais pas comment on peut être. Et en fait, maintenant, je réfléchis à chaque fois, je me dis, qu'est-ce qui a pu amener cette situation? Mhm. Qu'est-ce qui a pu arriver pour que cet enfant soit dans cet état-là et que le parent soit dans cet état au point de soit laisser l'enfant hurler devant tout le monde parce qu'il se dit que c'est la meilleure chose à faire, ou qu'il n'a plus l'énergie pour réagir, ça peut être l'un ou l'autre, ou qu'il est tellement à bout qu'il se met lui aussi à hurler, ou alors peut-être qu'il n'a pas eu... Tu vois, parce qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas l'éducation différente, tu vois. Il y a des familles où l'éducation, c'est on répond par la violence, qu'elle Mhm. soit physique, verbale, etc. Il y a des familles où c'est ah ben non, surtout pas de violence, donc on laisse faire, tu vois. Enfin, il y a de tout. Je veux dire par là que je suis absolument personne pour juger, mais j'aimerais amener un conseil, un seul. C'est discuter ensemble de l'éducation que vous allez donner à votre enfant avant d'en avoir un. Avant. Mm. Parce que quand il est là, c'est trop tard. Et c'est très compliqué. Parce que si, je vais prendre un exemple très, très, très extrême exprès, si tu veux l'éduquer dans la pratique d'une religion et que l'autre ne veut pas, imagine-toi à quel point ça va être compliqué. Dis-toi que si tu en as un qui pense que euh, mettre une gifle à son enfant quand il dépasse les bornes est quelque chose de sain et que l'autre pense que ce n'est pas le cas, imagine-toi comme ça va être compliqué le jour où l'enfant dépasse les bornes. Alors l'image que là on a tous en tête, c'est que c'est l'homme qui a envie de mettre une gifle et la femme pas. Mais en fait, en vrai, ça peut être l'inverse. Et imagine-toi que toi, tu n'as pas envie qu'il y ait de violence dans ton environnement et que ta femme mette une tarte à ton enfant. Comment est-ce que tu réagis à ça sur le moment? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est quand même intéressant de discuter de ces principes-là avant, je pense, tu vois.
Est-ce qu'on va accepter le fait de taper sur notre enfant? Est-ce qu'on va accepter le fait de le laisser tout faire et que ça parte en couille? Est-ce qu'on va accepter le fait qu'il soit élevé dans une religion, dans une école, comment, tu vois, toutes ces choses-là sont vraiment très, très intéressantes. Sachant que tu vas couvrir ça à l'avance et que de toute façon, tu devras revoir ta copie toutes les semaines. Parce que tout le temps, comme je le disais, ça va changer. Tu vas avoir l'école. Désolé, on a allumé les lumières, ça m'a fait bizarre. Tu peux les éteindre, s'il te plaît? Tu vas avoir l'école, tu vas avoir les autres enfants, parce que les autres enfants aussi, ils amènent leur lot de problèmes, leur lot de bonheur aussi, parce que voir ton enfant jouer avec d'autres et s'épanouir, c'est juste trop bien. Mais ça va aussi amener son lot de problèmes. Ça va amener, tu vois, l'enfant qui mange un truc que tu veux pas que ton enfant mange, l'enfant qui tape alors que tu veux pas qu'il tape. J'invente des trucs, ok? Et donc voilà, avoir ces discussions-là à l'avance, vraiment, les anticiper au maximum. Et tu vois, voilà, ici, il est en première dans le cycle maternel, quoi. Et on commence à discuter déjà maintenant de, OK, comment est-ce qu'on va gérer le cycle primaire, quoi, qui est dans 2 ans, du coup. C'est les cours élémentaires chez vous, je pense, un truc comme ça. C'est la primaire, effectivement, donc CP, CE1, etc. Avant ça, Voilà, c'est la ça, maternelle, ok. mais oui. Voilà, je suis un peu paumé avec tout ça en France, mais voilà, c'est ça l'idée. Donc la primaire. Et donc les primaires, ben, voilà, on en discute déjà, tu vois, comment est-ce qu'on va gérer ça par rapport au système scolaire, etc. Parce que alors, si tu me lances sur le système scolaire, on peut refaire 2 heures d'ailleurs, je suis remonté, tu n'as même pas idée. On pourra en parler un donc peu, voilà, ouais. on discute de tout ça et je pense que le prendre à l'avance, c'est quand même vraiment très très cool. Il y a beaucoup de choses super intéressantes. Déjà, tu as entièrement raison, il faut être aligné. Un enfant, c'est pas un projet qu'on prend et qu'on jette. On est bien d'accord, c'est pas un truc qu'on fait comme ça à l'arrache. Il y a une vraie décision à prendre derrière. Encore plus, c'est qu'un monde complexe comme l'est le nôtre actuellement. Autant dans le passé, on faisait un enfant, c'était tracé quoi, en fait. On sait ce qu'il allait faire toute sa vie. Ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, etc. Ne serait-ce que le rapport à la télévision, le rapport aux écrans. C'est bête, mais c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, entre prendre le temps d'éduquer un enfant et le laisser s'éduquer par la télévision, il y a un monde. Effectivement, c'est beaucoup plus simple. Tu mets ton fils devant les écrans de 8h à 20h, tu peux bosser à côté, il n'y a aucun problème. Il sera comme hypnotisé. Par contre, quand tu fais la décision consciente de te dire, OK, les écrans avant 3 ans, ce n'est pas bon pour le cerveau, pour le développement cognitif, pour l'intelligence, pour l'imagination, pour la créativité, c'est moi qui m'en occupe, c'est déjà plus compliqué à gérer derrière. Donc ça, c'est déjà effectivement un élément important à évoquer. Et comme tu l'as dit, il y a plusieurs règles, je pense, qui seraient vraiment à établir avant d'avoir un enfant. Des accords qui vont être révisés, évidemment, parce qu'entre les projets et la réalité, il y a un monde qui se passe, encore plus quand t'es parent. Mais tu as raison, je pense qu'il y a presque une feuille de route à établir avec son partenaire ou sa partenaire par rapport à ça. Au moins sur les grands principes éducatifs. Au moins sur les grands principes. Vraiment important. Ouais. L'alimentation, d'ailleurs, en est un. Complètement. Oui, alors sincèrement, je pense qu'on pourrait les compter sur le doigt de la main quasiment, mais je pense que l'alimentation, l'éducation, la violence, la religion, l'éducation scolaire et la manière de communiquer à la maison, tu couvres déjà beaucoup de problèmes, quoi. Tu anticipes déjà beaucoup de situations conflictuelles. Ensuite, l'autre élément, là c'est plus humoristique, tu connais Louis C.K.? Ouais, j'adore. Ah bah voilà, parce que tu m'as littéralement refait le sketch de la maman qui hurle sur son fils dans un magasin. Quand t'es pas papa, c'est grosso modo c'est pauvre mère, c'est pauvre enfant, et quand t'es père, c'est mais quelle horreur, pauvre mère. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais, ça me fait penser à Louis C.K. et j'invite les auditeurs vraiment à écouter Louis C.K. parce que c'est vraiment, si vous aimez l'humour noir et assez trash, c'est vraiment pour moi le meilleur. Ah, c'est un des pontes. D'ailleurs, même aux États-Unis, il est vraiment vu comme tel, quoi, comme un vraiment des meilleurs dans ce domaine-là. Et moi, il me fait vraiment. Et son histoire est passionnante. Hein. Je sais pas si tu la connais, son histoire. Le mec, durant des années, il a galéré à se faire connaître et d'un jour, il a dit OK, mon spectacle que je bosse depuis 10 ans, je le brûle complètement, je repars à zéro et je me lance. Et c'est comme ça qu'il a pu avancer. Et j'en fais un tous les ans au lieu de bosser sur un seul pendant 10 ans. Ouais. Tous les ans, il brûle ses spectacles de A à Z, il recommence. C'est assez impressionnant. T'imagines le niveau, entre parenthèses, est-ce que tu imagines le niveau de créativité? Oui. Et le niveau de... Alors, par exemple, je pensais à ça, mais le mec, il est quand même en stand-up, quoi. Donc, pendant 1 heure à 1h30, il est en train de raconter un truc, mais il faut, en plus de le raconter, il faut pouvoir le impersonate, hein, donc le jouer, quoi. L'incarner. Et il faut pouvoir, en plus de ça, réagir au public. Oui. Et je trouve ça un par an, quoi. Tu vois, c'est comme Seth Godin qui écrit un bouquin par an. Tu te dis, mais comment tu fais, en fait, en vrai, alors que toi, tu as l'impression qu'écrire un livre, ça va te prendre une vie. Je suis en plein dedans, en plus. Toi, j'ai signé pour un livre récemment chez Erol. Waouh. Donc, voilà. Mais oui, c'est vrai que ça paraît tellement faramineux, mais je pense que la créativité vient avec la pratique aussi.
Tout à fait d'accord. Donc en fait, Absolument ça, d'accord tu te avec toi. dis, ok, là, je me cantonne à un seul spectacle durant des années, bah, tu vas faire ce spectacle durant des années. Tu te Mm. forces à faire tous les ans, tu vas trouver des choses, même au niveau de ton environnement. Tu vas affûter ton regard, ce sera plus saillant par rapport à toi. Mais effectivement, Entièrement je dis pas d'accord. pour autant que c'est simple, hein, bien au contraire. Encore plus un exercice comme lui où tu as le rire qui est derrière. Oui, Donc il faut savoir vraiment jouer avec les silences, avec les tensions, avec les intonations de voix, avec le public, comme tu l'as dit, avec la gestuelle. Et c'est assez impressionnant. Mais ouais, je je suis pense d'accord. qu'on devient forgeron en forgeant, tout simplement. Et je pense Je que ça suis vient de tout là. à fait d'accord. Moi, j'ai ça beaucoup avec les vidéos, par exemple. Je suis entièrement d'accord. Moi aussi, avec les podcasts, c'est pareil, toi. Là, je travaille sur un podcast sur la testostérone. En fait, tu te dis, OK, il y a plein de recherches à faire. OK, 15 jours après, j'en ressors un. Bah, en fait, tu te débrouilles, quoi. Quand la contrainte est là, tu t'adaptes derrière. C'est ça. Et voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Par rapport, tu l'as dit, aux interactions avec les autres enfants. Là, on est en plein dedans avec Nathan. Il commence vraiment à être un peu plus grand. Deuxième année de maternelle. Donc, forcément, les interactions sont plus présentes que quand il est petit. Notamment la communication, le langage. Et un autre problème également qui est compliqué à anticiper, c'est comment sont les autres enfants. Et comment les parents éduquent les autres enfants. Et comment ton Mm. fils va choisir ses relations et ses amitiés. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que on a un voisin, moi je pense pas qu'il écoute heureusement, parce que sinon je vais un peu me faire des ennemis, je pense, qui éduque son enfant principalement aux films Star Wars, qui sont violents pour un enfant de 4 ans, Mm. constamment devant la télévision, constamment devant Top Gun et j'en passe. Donc Ah ouais, forcément, quand même. l'enfant n'a qu'un seul mot à la bouche, c'est tuer. Je te Ouais. tue, je te tue, je te tue. Et mon fils, forcément étant une éponge, maintenant veut tuer tout le monde. Ouais. Et en fait, comment tu gères ça? Typiquement, ma compagne a amené ses 2 enfants, du coup mon fils et son copain, dans un parc récemment. Et sur le retour, ma compagne a été choquée. Elle m'a dit littéralement, on n'invite plus jamais cet enfant à notre maison. Pourquoi? Parce qu'il a dit littéralement à Nathan, en voyant 2 petits poissons sur un dessin, l'un fait un bisou sur le sexe de l'autre. Oh. Le gamin en 4 ans et demi, quoi. Ouais, Donc mon c'est fils tôt n'a quand pas même. réagi, je pense qu'il n'a pas compris, etc. Parce qu'il n'est pas familier avec ces termes-là. Mais c'est Mhm. vrai qu'il y a vraiment cet élément qui nous échappe, à savoir l'autre. À savoir les autres enfants. Et à savoir encore pire, la maison des autres enfants. Parce que Ouais. tu es amené à laisser ton fils pour un anniversaire, pour un week-end, Ouais. pour une journée chez un autre enfant qui n'a pas les mêmes codes que toi, qui n'a pas la même éducation que toi. Ouais. Et tu peux pas choisir les parents à la place de ton enfant, ni ses amis, entre guillemets, malheureusement, ça Mhm. serait bien parfois. Donc comment est-ce que tu as commencé potentiellement à aborder ce problème-là avec ta compagne si tu as commencé à l'aborder? Et comment tu vois les choses par rapport à ça? Parce que c'est un vrai sujet encore une fois. Ouais, ouais, ouais. La règle est un peu toujours la même, c'est-à-dire que nous, on pose nos règles, mais surtout nos vétos à l'avance. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, on a un peu une éducation. On passe un peu parfois pour des. En gros, tu vois, par exemple, moi, je vais avec mon fils au supermarché. S'il veut pas mettre ses pompes, il est pieds nus, je m'en fous. Tu Pareil. vois? Au Voilà. contraire, c'est Ouais, même mieux mais parfois. Mais oui. oui, mais il y a des gens qui te regardent de travers Hmm, parce que ça fait pas partie des codes. hmm, Et là-dessus, donc, on est un peu cool, tu vois. Par exemple, nous, il n'y a pas d'horaire pour manger. mhm. Si il a pas faim, il mange pas. S'il a faim, il mange. Le seul, et encore, enfin, j'allais te dire le seul moment où on le force, mais en fait, c'est pas du tout vrai parce que en fait, on met à manger à table lors du repas du soir, et s'il veut pas manger, il mange pas. Donc, on est vraiment pas chiant avec ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une éducation qui est relativement libre dans un cadre. En gros, le cadre, il est large. Par contre, le cadre, il est bien carré, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs dessus sur lesquels il n'y a pas de marge de manœuvre, zéro. Tu vois. Par exemple, chez nous, et c'est pas un jugement de nouveau, c'est chez nous, c'est comme ça. Par exemple, on ne règle rien par la violence. Voilà. Donc, tu peux être fâché, tu as le droit, mais tu peux pas manifester ton mécontentement en tapant l'autre, par exemple. Tu n'as pas le droit. Mhm. Donc, c'est-à-dire que tu peux être très frustré que tu aies envie de regarder un film et que je te dise non. Et tu peux aller frapper dans le coussin tout seul et tu peux aller hurler, ok, mais tu peux pas me taper parce que tu es pas content sur moi. Tu vois. Donc, on essaie d'expliquer la différence là-dessus. Et donc, on a quelques vétos comme ça. Un autre veto qu'on a chez nous, c'est le sucre. Il n'y a pas de sucre. Il n'y en a pas. Et on ne Mhm. veut pas qu'il y en ait ailleurs non plus, sauf si nous, on pense que c'est une occasion qui le justifie. Typiquement, s'il va à un anniversaire avec 15 autres enfants, ça va pas être l'enfant dans son coin qui mange ses carottes alors que les autres mangent un gâteau. Mhm. On va bien sûr le laisser manger un gâteau. Mais depuis tout petit, on lui a expliqué qu'on ne mangeait pas du sucre, etc., etc. Tant et si bien que j'ai une petite anecdote que j'ai beaucoup envie de partager. On est allé manger dans un restaurant l'autre fois et à la fin du repas,
Taï nous attend à table parce que je pense que ma femme paye et moi je suis aux toilettes, enfin tu vois, un truc comme ça. Et en fait, la serveuse, bien gentiment, lui amène un petit bonbon. Tu vois les spéculoos, ce que c'est? Bien sûr. Lui amène un petit spéculoos. On revient, je sais plus où on était, je te dis, on revient, et on a la serveuse qui est pliée en quatre, qui nous dit, mais votre fils, il est incroyable. Et on dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Bah, je lui ai proposé un spéculoos et il m'a répondu qu'il allait pas en manger parce que c'était pas bon pour la santé. Et à ce moment-là, il avait 3 ans et demi, tu vois. Et donc, forcément, la serveuse, elle était pliée, tu vois. Et le truc, c'est que du coup, on essaie au maximum d'expliquer et de renforcer ces principes-là. Donc, j'en arrive avec ça parce que quand on a des interactions avec d'autres enfants, c'est pareil. C'est-à-dire que on laisse énormément de liberté, mais dans un cadre très précis. Donc, on n'accepte pas la violence, on n'accepte pas que tu manges le bonbon de l'autre qui est plein de sucre, etc., etc. Mais l'autre fait partie de l'environnement, l'autre fait partie de la vie, et l'autre fera toujours partie de la vie, et on ne peut pas faire... je veux dire, le monde n'est pas fait de murs en barbe à papa et de bisounours qui te font des câlins, et tu vas avoir des gens qui vont être méchants, tu vas avoir des gens qui vont être violents, tu vas avoir des gens qui vont te dire mais si, mange le bonbon, c'est bon pour toi, etc., etc., etc. Et donc, la première chose qu'on essaie de faire, c'est d'éduquer notre fils, pas seulement sur la règle, mais sur le pourquoi de la règle. Donc, c'est pas tu manges pas le spéculoos, c'est tu manges pas le spéculoos parce qu'on sait que c'est pas bon pour ta santé et parce que ça peut influencer ton comportement, etc., etc. Tu vois, typiquement, c'est arrivé une fois que mon fils ait mangé trop de sucre et qu'il devienne fou, parce que tu sais à quel point l'excès de sucre rend les enfants dingues, et les adultes aussi d'ailleurs, hein, mais voilà. C'est juste que c'est plus marqué chez les enfants parce qu'ils n'ont pas de filtre, et donc c'est rock'n'roll, quoi. Et une fois, c'est arrivé. Et je lui dis, tu vois, Taï, tu vois comment tu te sens là tout de suite? C'est exactement pour ça qu'on veut pas que tu manges trop de sucre. Et tu vois, on essaie vraiment de renforcer le truc, de manière à ce que lui puisse faire ses propres choix par la suite. La deuxième chose, tu parlais par rapport à la confrontation avec l'autre, c'est que on a le parti de, pour le moment, quand il va chez d'autres enfants, d'autres parents donc, c'est que pour le moment, au moins la première fois, on va avec lui. Et on reste là. On reste là le temps de sentir qu'il est bien, le temps de sentir que l'environnement est sain, le temps de. Et jusque-là, je dois dire, on a vraiment eu beaucoup de chance. Je pense que c'est pas exactement de la chance, mais en tout cas, beaucoup de plaisir à voir qu'il y était bien et que c'était des gens sereins et agréables, etc. Mais moi, j'aurais pas de problème à dire, OK, on va y aller. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si ça va pas, on y va, quoi. Donc, cette confrontation, comme tu dis, avec l'autre, pour moi, c'est poser des bases très claires de ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas. Donc, par exemple, je refuse que Taï, comme je te l'ai dit, exprime son mécontentement par la violence. Il n'empêche que récemment à l'école, je sais qu'il s'est battu, d'accord, avec un autre enfant. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à discuter, qu'il y en a un qui a mis un coup, alors on ne sait pas qui, on s'en fout, et que l'autre en a rendu un, et voilà. C'est comme ça. Et donc, il faut apprendre à dealer avec ça. Dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu penses qu'on aurait pu régler la situation autrement, etc., etc., etc. Et en fait, je pense que tu es là à prendre du temps avec tes podcasts et à essayer d'inspirer les papas entrepreneurs à au moins se poser des questions et essayer de faire mieux, etc. Mais il y a quand même une chose qu'il faut tous accepter de dire, c'est qu'en fait, investir dans l'éducation de son enfant, ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps que de ne pas s'en occuper. C'est-à-dire que ce serait infiniment plus facile de l'avoir mis à la crèche, de quand il rentre, tu le mets devant la télé, parce que quand tu as dit qu'il était hypnotisé, c'est littéralement ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vu mon fils être surexcité et voir un écran et instantanément, mais quand je te dis instantanément, se calmer. Incroyable. Incroyable. Franchement, et en fait, c'était un écran parce qu'il y avait un autre enfant dans la salle qui était là, tu vois. Et lui, il était pas content, machin, il était surexcité. Il voit un autre enfant avec un écran, il va regarder l'écran et d'un coup, il est comme ça. Et là, je me dis,
Ça, c'est la raison pour laquelle on n'a pas envie que tu sois devant l'écran 3 heures par jour. Parce qu'en fait, tu es lobotomisé, quoi. Et donc, en fonction en plus de la qualité du programme que tu regardes, t'imagines l'impact que ça peut avoir sur toi. Et donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile de faire tout ce qu'on est en train de faire là, à savoir communiquer, chercher à poser l'éducation, expliquer pourquoi et pas seulement dire la règle, etc., etc., etc. Et donc, pour la confrontation avec les autres enfants, je le redis, je pense qu'il faut absolument poser les bases, expliquer pourquoi elles sont là, et puis au cas par cas, essayer de faire mieux à chaque fois, quoi. Dire, ok, donc là, tu as réagi, machin, par exemple en mettant un coup de pied. Est-ce que tu penses que tu aurais pu expliquer plutôt le problème à l'autre enfant plutôt que de le taper, etc., etc., etc. Parce que si, quand il arrive, il m'explique ça et moi je lui en colle une, qu'est-ce qu'il a appris en fait? Il a appris qu'on réglait les problèmes avec ça, tu vois. Et ça va avec tout. Et d'ailleurs, je me permets, Jérémy, de faire une parenthèse sur le sujet, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Sujet sur lequel j'ai fait des vidéos, mais qui ne marche absolument pas sur YouTube. Je me demande bien pourquoi. Il faut... Je pense qu'il est capital de ne pas lier de sentiments, d'émotions à l'alimentation. Je pense il est capital, capital de ne ni punir, ni récompenser, ni réconforter avec l'alimentation. Et je sais que c'est pas facile parce qu'on a tous été éduqués à t'as eu un beau résultat à ton test de maths, on va aller manger une glace. Tu es triste, tiens, voilà un cookie. Tous ces rapports à l'alimentation sont extrêmement malsains et surtout sont très, très délétères à l'âge adulte. Terrible. Je coach des gens qui sont toujours maintenant à 30, 40, 50 ans avec leurs troubles d'enfance parce que on leur a dit que quand ils étaient tristes, manger un cookie, ça allait les rendre de meilleure humeur. Et donc maintenant, tous les soirs, parce qu'ils sont dans un job qui les frustre, ils rentrent et ils mangent un paquet de cookies. Et ils sont malheureux. Et ils culpabilisent. Et ils ont des problèmes de santé parce que à 5 ans, manger des cookies tous les jours, ça ne va pas te créer des gros problèmes de santé. À 50, un peu plus. Vraiment, vraiment intéressant et je te rejoins à 100% sur la notion du pourquoi. À savoir expliquer les choses. Entre dire et expliquer, il y a un monde parce que l'enfant comprend les conséquences qu'il y a derrière. Moi, typiquement, avec mes podcasts, je parle pas de celui-ci, mais des autres podcasts que je fais, effectivement, je parle beaucoup de physiologie, notamment par rapport au sommeil, par rapport au mouvement, par rapport à l'alimentation en lien avec la productivité, la performance et j'en passe. Et le pourquoi est vraiment au cœur de mes recherches. Parce qu'en fait, je veux que les gens arrêtent de penser que c'est uniquement une question de hasard ou de manque de chance. De OK, aujourd'hui, j'ai pas d'énergie, j'ai pas de bol. Je suis un fatigué de nature, j'ai jamais eu de chance par rapport à ça. Non, en fait, tu as une somme de comportements qui ont des conséquences métaboliques qui créent l'élément lequel tu es. Maintenant que tu connais ça, il y a deux possibilités. Soit tu acceptes de changer. En quel cas, logiquement, tu devrais tendre sur le mieux. C'est pas une vérité véritable, on va dire, mais logiquement, tu devrais aller mieux. Soit tu continues ce que tu fais actuellement, mais tu assumes pleinement les conséquences. Et je trouve qu'on peut uniquement décider pleinement d'une marche à suivre, d'une démarche ou autre, qu'en connaissant vraiment le pourquoi, des implications qu'il y a derrière. Et comme tu l'as dit, mon enfant, il est pareil. Hein. Le c'est pas bon pour la santé, il sort aussi. Parce qu'il comprend les conséquences. C'est pas uniquement punitif. Et en plus, en faisant ça, tu vas venir responsabiliser ton enfant quand toi, tu ne seras pas là. Parce que si constamment à la maison, tu lui dis non, tu manges pas de bonbons, sans expliquer pourquoi, il va se venger à l'extérieur. Parce qu'il n'aura pas le pourquoi. Il n'aura pas le lien avec la santé, le lien avec l'énergie, le lien avec les caries. Tous les liens, il les fera pas. Il n'aura pas les connaissances qu'il y a derrière. Donc, comment tu en fais quelqu'un de responsable? Tu ne peux pas. C'est pas possible. Ensuite, par rapport à cette notion de manger ses émotions, je vais compléter avec autre chose, à savoir l'étiquetage par rapport aux enfants. On a trop souvent tendance à dire c'est bien mon chéri, oui c'est parfait, oui c'est merveilleux, oui je suis fier de toi, oui c'est super. Sauf que les enfants, à cause de ça, vont avoir tendance à ne plus faire les choses pour eux-mêmes, mais les faire pour recevoir l'approbation des autres. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on est plus sur une motivation qui est intrinsèque de je le fais pour moi, pour mon autonomie, pour mon épanouissement, pour le fait de grandir, de persévérer, de m'épanouir. Mais je le fais pour briller dans le regard des autres. Donc, on devient conforme aux attentes des autres. On devient conforme, entre guillemets, à la société. On n'a plus ce libre arbitre de je fais ça pour moi, de je me motive pour moi-même. On cherche constamment l'aval de quelqu'un pour se bouger, pour vraiment passer à l'action.
Donc, quand un enfant demande est-ce que mon dessin est beau, toi, est-ce que tu le trouves beau? Oui, je vois que tu t'es appliqué. Tu dis pas oui, il est beau, mon chéri, c'est merveilleux. Non, je vois que tu t'es appliqué. Je vois que tu ne dépasses plus. L'idée, c'est de mettre l'accent sur les progrès de l'enfant et pas uniquement sur une phrase du oui, c'est beau pour envoyer l'enfant bouler pour faire autre chose. Il faut constater vraiment l'évolution. Tu t'es appliqué à bien écrire. Ton A est très beau, tu as progressé. Maintenant, ton trait est plus fin, il est plus sûr, il y a moins de gribouillage. Là, vraiment, on met l'accent sur les compétences qui se développent et non plus uniquement sur le côté dopamine. Oui, c'est bien, mon chéri, je suis fier de toi. Et c'est un Ouais, vrai ancrage qu'on a parce qu'on a été éduqué comme ça. Parce que mes grands-parents sont encore comme ça. Dès que Nathan est vers eux, c'est oui, c'est bien bien mon chéri, c'est sûr. merveilleux. L'enfant fait un pas. Oh, c'est merveilleux, il fait un pas. Laissez-le vivre. Il fait un pas pour lui, pas pour Ouais, vous. Donc, il y a un je vrai suis sujet aussi, d'accord. je pense, par rapport à ça, qui n'est que trop peu évoqué aujourd'hui. Du coup, ça m'amène à une question par rapport à ça, parce que par contre, moi j'ai tendance à vraiment beaucoup renforcer, justement en lui disant que c'est bien, etc., Ouais, des comportements, par contre, oui, des attitudes. Ça, par contre, j'y vais vraiment, mais la main lourde, quoi, tu mais vois. moi aussi. Ça aussi, Genre quand oui. il partage, tu vois, genre il a 2 raisins et il en donne un à sa mère. Mais alors là, c'est tu es un héros, mon fils, tu vois. Non, j'exagère complètement. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais à chaque fois, je vais prendre le temps de lui dire, c'est vraiment bien de partager, c'est gentil ce que tu fais. Enfin, tu vois, voilà. Ça, je vais Hmm. vraiment insister lourdement. Je sais pas si j'ai raison ou pas, mais en tout cas, moi, ça me parle comme démarche parce que j'ai Alors, l'impression que ce sont des comportements hmm, qui sont bénéfiques et où hmm. il faut qu'il apprenne que c'est bénéfique. La science valide ce que tu dis par rapport à l'effet Golem et l'effet Pygmalion que tu connais, je pense certainement. En fait, Golem, non. simple. Alors, Golem, c'est l'inverse du Pygmalion, tout simplement. Pygmalion, c'est quoi? En Ok. fait, tout simplement, on montre que la réussite de quelqu'un dépend également de l'œil de l'examinateur ou de la personne qui est présente. Hmm. En fait, ils ont fait une étude à Oxford. J'ai plus le nom des chercheurs, malheureusement, qui l'ont mené, mais ils se sont fait passer pour des personnes qui venaient, je crois, de Harvard, et qui ont fait passer les tests de QI à l'ensemble de l'école. École qui est défavorisée. Et ils ont fait exprès, donc c'était des faux tests évidemment, de faire fuiter quelques tests auprès des enseignants. À Ok. nouveau, tout est aléatoire, hein, avec vraiment des résultats d'élèves qui seraient géniaux, avec un QI vraiment 100 fois supérieur aux autres, et j'en passe. Encore une fois, tous les tests sont faux, rien n'a été fait dans ce sens-là. Ils sont revenus un an après avec des vrais tests. Et il a été remarqué, tout simplement, que les enfants qui se sont vus attribuer des faux tests positifs, avec vraiment le côté encensé de t'es génial, ont été meilleurs que les autres un an après. Et comme quoi leur QI D'accord. a bel et bien augmenté par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que l'examinateur, donc le professeur ici en question, a accordé beaucoup plus d'attention, a Bien vraiment sûr. encouragé les élèves qui ont été marqués avec un QI élevé. Et l'effet golem, c'est l'inverse, c'est de dire à ton enfant, par exemple, t'es nul en maths comme ton papa. Ouais, bah, il sera Terrible. nul en maths. C'est logique parce que le cerveau C'est humain, son terrible. seul but, c'est économiser de l'énergie pour survivre. Donc, il va se dire, OK, pourquoi je déploierai de l'énergie pour un élément dans lequel on me dit que je suis nul? Je suis voué à l'échec. Pourquoi j'irais mettre de l'énergie pour ça? Et donc, Hmm. on a une prophétie autoréalisatrice qui fait qu'on va échouer. Donc, tu l'as dit, moi, constamment, mes fils, leurs surnoms, ce sont mes champions. Parce que je veux les glorifier. Parce que je veux les aider. Mais on n'est pas sur non plus le côté un peu, malheureusement, candide de c'est merveilleux, il a fait un pas. Non, Ouais. c'est à progresser. Tu mets l'accent sur le progrès qu'il a fait. Et non pas sur l'attitude générale, on va dire. Ouais. C'est pas ton dessin est super beau, c'est non, tu t'appliquais à mettre les belles couleurs, mon fils. Ouais, c'est ça, t'as fait un effort, quoi. Hmm. Voilà. Ouais. Vraiment, c'est pas le côté je dis oui, c'est merveilleux pour dire oui, c'est merveilleux. Vraiment, je pointe le côté qui a fonctionné. On est un peu sur cette logique de pratique délibérée. En fait, vraiment, tu vas cibler un Ouais. élément que tu veux pratiquer pour t'améliorer. Donc, tu mets l'emphase sur un élément sur lequel tu veux progresser. Chez l'enfant, c'est pareil, tu mets l'emphase sur un point de progression qu'il a eu pour lui montrer. Là, tu as Ouais. progressé, c'est bien. Par contre, tu vois, ton petit trait, il est pas très droit. La prochaine fois, vraiment, travaille sur le trait, mon fils. Progresse dessus. Ouais. Les couleurs, c'est acquis. Maintenant, bosse sur le trait. Et c'est comme ça qu'il va progresser. Ok, Du moins, donc c'est ma vision des tu choses, c'est insistes ma sur les. compréhension des choses. Ouais, tu mets un truc sur les étiquettes et tu vois, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel auquel Hmm, on fait très attention. C'est-à-dire qu'on essaie de jamais le qualifier. Donc, on va jamais lui dire hmm. tu es quelque chose. Tu vois, c'est vraiment Ouais, très c'est terrible. important euh, parce que, en plus, ça, c'est quelque chose que moi, j'apprends avec moi-même et que j'apprends aux coachs que je forme et que j'apprends aux gens que je coach. C'est vraiment cette idée de vous n'êtes pas, en fait. C'est pas parce que tu as un comportement que tu es. Ok, je vais te l'exemple le plus courant et le plus évident, c'est pas parce que tu manges vegan que tu es vegan. Oui. Enfin, c'est pas Hmm, parce que tu vois ce que je veux dire. Et en fait, il y a cette idée où l'idée c'est que sinon ça devient ton identité. Et sachant qu'on a vraiment cette couche du rationnel, émotionnel, identitaire, en fait le problème c'est quand c'est attaché à ton identité, pour s'en défaire et pour en changer, c'est la guerre. hmm.
quelque chose qui est rationnel, tu le rationalises, tu le changes. C'est très facile, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu penses que 1 plus 2, ça fait 4, et qu'on t'explique que ça fait 3, t'en fous, tu changes, ça fait 3. Si ça crée une émotion chez toi parce que tu te sens nul, parce que tu te sens fort, parce que X, parce que Y, c'est déjà beaucoup plus difficile. Mais si maintenant, en plus, c'est je suis vegan, bon courage pour en changer. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'ai mangé carnivore pendant 40 jours. Je n'ai jamais pensé que j'étais carnivore. Tu vois? Je pense sincèrement que je suis omnivore. Jusque-là, en tout cas. Et peut-être que j'en changerai un jour, parce que j'y attache moins d'identité. Mais l'idée, c'est que quand je vais expliquer à mon fils, effectivement, tu es nul en maths, c'est très différent que, pour le moment, tu rencontres des difficultés avec les maths. Ça n'a rien à voir. Ça veut juste dire que, comme tu le dis très bien, tu vas devoir peut-être investir plus d'énergie pour franchir cette difficulté. Et là, je vais parler de moi, parce que j'ai vraiment un exemple très évident. J'ai énormément de facilité en langage. Mais franchement, c'est indécent. C'est-à-dire que j'apprends une langue comme ça, je retiens l'orthographe pour moi. Ça, ok. Cool. C'est très cool. Franchement, c'est très, très cool. Par contre, je ne comprends rien à la géométrie dans l'espace. Je ne comprends rien. C'est-à-dire que si tu me demandes, si tu as 3 formes et que tu me demandes de les mettre ensemble, alors je vais finir par y arriver, mais le temps que ça va me prendre, tu vas avoir le temps de te moquer beaucoup de fois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand ma femme voit des formes qu'il faut mettre ensemble, elle fait « Ah ben, tac, tac, tac », tu vois. Et puis moi, je suis là, je fais « Non, 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 ça ne va pas ». Et si tu veux, c'est quelque chose qui... Alors clairement, il y a une partie d'inné et d'acquis. Hein. Dans l'un et dans l'autre, on est bien d'accord. Il y a une partie d'inné et d'acquis avec ton QI qui peut évoluer, mais qui est quand même aussi partiellement prédéterminé, etc. etc. D'ailleurs, je suis curieux d'avoir ton avis si je me trompe là-dessus. Et l'idée, c'est que, comme à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais très inefficace avec le bricolage, les choses dans l'espace, construire, machin et tout, à ton avis, j'ai fait quoi? Est-ce que j'ai préféré essayer de bâtir quelque chose en Lego ou est-ce que j'ai préféré aller lire un bouquin, sachant que la lecture était de toute évidence une facilité extrême pour moi? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que je vais plutôt aller lire et essayer de rédiger un truc que d'essayer de construire un truc en Lego. Mais du coup, le problème, c'est que je me retrouve à 30, 35, 40, peu importe, et je sais toujours pas réparer mon poulailler qui est en train de se casser la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai jamais investi le temps nécessaire pour. Et donc là maintenant, tu vois, on a quelqu'un qui nous aide dans la box pour faire un peu des petits travaux à droite à gauche, tu vois. Et à chaque fois, en fait, je lui dis, vas-y, explique-moi. Tu vois, quand je suis là, tu vois, je lui dis, non, non, vas-y, explique-moi. Parce que lui, il est du genre à plutôt à faire à la place de l'autre, tu vois. Je dis, non, 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 je sais que je vais prendre du temps. Et si ça te saoule, tu le feras, d'accord. Mais d'abord, montre-moi, quoi, tu vois. Et en fait, c'est terrible l'énergie que ça me coûte. C'est terrible. Tu vois ce que je veux dire? C'est terrible. C'est-à-dire que je dois. Il me dit voilà, tu coupes ça, puis tu l'alignes comme ça, puis tu le cloues comme ça. Et je dois vraiment mettre toute mon énergie et toute mon attention pour faire un truc qui est médiocre. Et là, en fait, c'est à quel point tu te rends compte que bah oui, c'est pas naturel de faire ça en fait. C'est pas naturel d'aller contre le truc pour lequel tu n'es pas, avec lequel tu n'as pas de facilité. Mais ça n'est pas au point que j'ai pu voir chez certaines personnes, et l'exemple le plus typique, ça reste quand même les maths, où tu as des gens à qui tu demandes de faire 105% de 20 et que c'est pas qu'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils s'effondrent. Moi, j'ai vu des gens pleurer, quoi, ou avoir une crise de panique presque, à devoir faire un calcul comme celui-là, parce que chez eux, ça évoque le fait d'être nul, le fait d'avoir été peut-être moqué à l'école, le fait peut-être que leurs parents leur a dit, bah écoute, déjà toutes ces sections-là d'études, tu peux oublier, laisse tomber, tu vois. Tu sais, il y a des gens qui ont dit ça, des enfants qui ont dit ça. Hein. Ah non, non, mais tu veux être astronaute, c'est pas possible, t'es nul en maths. Il a 8 ans, quoi. Il a 8 ans et tu lui dis ça. Tu vois ce que je veux dire? On en parle de tuer les rêves, tu vois. Et donc, si on peut vraiment éviter de coller des étiquettes, je crois que c'est quand même cool. Je crois que c'est quand même vraiment, vraiment cool de laisser, comme tu dis, l'enfant vivre. Après, c'est difficile. Franchement, ça coûte parfois. Parce que parfois, il a des comportements où je me dis non, j'aimerais mieux qu'il fasse autrement. Mais à partir du moment où il ne manque pas de respect aux autres, etc., qu'est-ce que tu veux? Ben voilà, c'est sa manière de faire, sa manière de faire. Mais je pense qu'on sous-estime vraiment l'impact que ça peut avoir.
cette Ouais, notion ouais. d'étiquette et de mots. Typiquement, moi, en fait, je tiens un journal quotidien. Ça fait quasiment 3 ans que je le tiens tous les jours. J'écris ma vie, etc., ce qui se passe, blabla. Peu importe, c'est pas le sujet. Mais j'ai lu récemment dans mon journal comme quoi j'étais à la piscine avec mon fils il y a maintenant 1 an en arrière. Et j'ai vu un père, j'ai noté, hein, pour te dire à quel point ça m'a marqué à l'époque, qui a dit à son Hmm. fils, t'es une vraie fillette, tu sais pas nager. Wow. Mais en fait, à quel point tu démontes ton gamin sans te rendre compte. Et en plus, Quelle c'est pas un élément violence. isolé. Forcément, je pense que tous les jours, son fils se prend un pic comme ça, c'est obligé. Mais C'est comment est-ce que sûr. tu veux que ton fils ait confiance en lui pour apprendre à nager quand tu lui dis ça? Et en plus, le pire, c'est qu'il a comparé son fils au mien qui lui nageait. En grosso modo, t'es encore Oh plus là là. nul que ce gamin-là, quoi. T'es vraiment une merde. Lui, c'est nager, pas toi, t'es une fillette. Hmm. Mais juste prenez le temps de vous écouter. Et le problème qu'on a, c'est que les gens, simplement, ne prennent pas de hauteur, ne remettent pas en question également l'éducation qu'ils ont reçue, parce que c'était le mode d'éducation du passé, très Ouais. clairement, où on n'avait pas conscience des implications qu'il y avait derrière. Ces gens en Ouais. ont souffert, mais répercutent ça sur leurs propres enfants. Et je Ouais. trouve ça vraiment délétère, vraiment au plus haut point. Et on ne se Et rend en pas même temps, compte de c'est tellement l'impact des mots. difficile. Tellement, tellement difficile de casser le cercle, tu vois. C'est Tellement tellement difficile compliqué, de j'en ai prendre du conscience. recul, tu vois. Je suis bien d'accord, mais le problème, c'est qu'on a les connaissances. J'en parlais que Slim encore sur le podcast. Le problème des études scientifiques, c'est ce que je veux, on va dire, combattre avec mon podcast, c'est que c'est de l'entre-soi. Tout ça, on le sait en fait. On connaît l'implication des mots, on connaît l'implication de la nutrition, du manque de sommeil, du manque de mouvement, on connaît les conséquences. C'était étudié sur des animaux, sur des humains, il y a des stats, des rapports, des études. Sauf que ça reste dans un vocabulaire qui est pompeux, qui est verbeux, qui est là pour impressionner non pas le public, mais ses pairs. Et du coup, Ouais. l'information ne redescend pas. Le Ouais. problème, il est là, en fait. Il n'y a pas d'éducation par rapport à ça. Tout comme il n'y a pas d'éducation au sommeil. Tout comme à l'école, on n'apprend pas à apprendre. Alors que les premières années de la vie, il faudrait apprendre à apprendre. Apprendre, Comment apprendre. on fait? Parce qu'on sait Ouais. apprendre. Mais Ouais. comment est-ce que tu dis à un enfant apprend quelque chose sans qu'il ait les outils pour apprendre à apprendre? Sans qu'il Ouais. connaisse la répétition espacée, sans qu'il connaisse la pratique délibérée, les flashcards, la courbe des bingos, tout ce qu'il y a à la mémoire, on ne l'enseigne pas. Pourtant, on veut apprendre des enfants. Mais à ce compte-là, commencer par la base, par le fait d'apprendre à apprendre. Et Ouais. je trouve encore une fois qu'on connaît tout. On a tous les outils. Mais à nouveau, ça ne glisse pas dans le public. Parce que ce n'est pas enseigné, parce qu'on reste de l'entre-soi, malheureusement. Ouais, ouais, je sais. Enfin, pardon, je sais. Je te soutiens à fond. Quand je dis je le sais, en fait, c'est parce que j'allais faire le lien avec ce que moi je fais avec l'alimentation. Bien sûr. C'est-à-dire que je fais de l'ultra vulgarisation et surtout, j'essaie de mettre les choses dans des cas concrets. Mhm. Donc, dire dans ta vie du quotidien, ça veut dire quoi manger moins inflammatoire, tu vois, parce que ça veut rien dire, quoi. Je Déjà, mange moins l'inflammation, chaud. c'est pas. Oui, c'est ça, tu vois. Quand je me brûle la langue, c'est. Euh, et tu vois à quel point, en fait, tu butes contre deux types de publics. Le premier, c'est le public scientifico-scientifique qui va te dire oui, mais ceci, alors là, tu as oublié la virgule. On s'en fout, en fait. Ce que Hmm. j'essaye de faire, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il y a des gens qui sont en mauvaise santé, qui sont mal dans leur peau, et que j'aimerais juste qu'ils fassent des choses un peu au quotidien et qui sont acceptables pour eux pour qu'ils aillent mieux. Hmm. Bon, je suis peut-être pas obligé de passer par 23 études scientifiques pour ça. Le deuxième public chez qui c'est très très compliqué, c'est celui qui a été éduqué d'une manière et qui du coup se sent attaqué par ce que je Oui. propose. Qui du coup sent que oui, enfin quand même mes parents ils n'ont pas essayé de m'empoisonner. Non, j'ai pas dit ça. Mais ils se sont trompés. Hmm. Comme les miens. J'aurais pas de problème à dire à mon père et à ma mère que vous vous êtes plantés sur notre bouffe. C'est pas grave. Et je sais que vous avez fait avec les moyens du bord. Je vous en veux pas. Mais vous vous êtes plantés. Et il est très probable que dans 25 ans, on me dise que je me suis planté sur quelque chose que je fais pour le moment avec taille. Et c'est pas très grave. Le seul truc, c'est de faire ta démarche. C'est de le faire en âme et conscience et pas par défaut. Mais ça coûte très cher en énergie. Je veux dire, aller à l'encontre de ce que tes parents t'ont appris, aller à l'encontre des mécanismes que toi tu as. Bah, tu vois, comme je te disais, moi j'ai grandi avec le bol de céréales, le soda, Évidemment. les Hmm. galettes de riz au chocolat, le pain, les Kinder Bueno, les yaourts à la fraise 0% et un repas complet du soir en famille à la maison. Voilà. Bah, aller à l'encontre de tout ça, c'est pas facile. Tu vois, ça demande de l'énergie, ça demande de repenser ta façon de faire tes courses, ta façon de faire tes repas, ta façon de t'organiser, ta façon de, tu sais, de pas finir les repas par du sucré, tu vois, tout Hmm. ça. Tu vois, je vais te donner un autre exemple d'éducation. Chez nous, il n'y a pas de dessert. Il y en a pas, ça n'existe pas, en fait. On ne fait pas de dessert. Pourquoi? Mhm. Parce que on part du principe, alors je ne dis pas que c'est bien, d'accord? C'est un choix qu'on a fait, soyons bien clairs, c'est un choix tout à fait délibéré. On part du principe que
soit tu n'as plus faim, et donc il n'y a pas lieu que tu aies un dessert, soit tu as encore faim et tu peux manger ce qu'il y a dans ton assiette. Parce que la difficulté avec le dessert, c'est que très souvent, ça devient une monnaie d'échange. Très souvent, ça devient finis ton assiette, tu auras ton dessert. Et donc, ça veut dire que l'enfant se force à manger alors qu'il n'a peut-être plus faim, ce qui est extrêmement malsain, pour derrière manger encore plus quelque chose de sucré. Donc là, on est d'une part en train de se forcer à manger alors qu'on n'a plus faim, et en plus, on se récompense par le sucre. Donc ça, c'est vraiment pour nous quelque chose qui n'est pas possible en fait. Maintenant, ça n'empêche qu'on va au restaurant en famille. Si Taï veut manger un fruit après le repas ou quoi, enfin dans son repas, on va le laisser faire. Alors que je ne suis pas trop pour les fruits le soir, tard, etc. Peu importe. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Les principes du dessert, principe éducatif, je ne sais plus, j'ai oublié, je suis désolé. Tu disais simplement qu'il est compliqué de revoir sa copie par rapport à l'enseignement qu'on a eu par ses parents quand on devient parent. Exactement. Alors que chez nous, typiquement, on était avec ce système de dessert, etc. Et là, maintenant, il y a quelques jours, Taï vient et il me dit Papa, je veux un dessert. Et tu sais, je regarde, genre, tu vois, chez nous, on prononce même pas ce mot, en fait, ça n'existe pas. En vrai, ça n'existe pas. Je dis comment ça, tu veux un dessert? Parce qu'en fait, à l'école, la règle, c'est qu'à midi, ils ont leur boîte à tartines et que s'ils ont bien mangé dans leur boîte à tartines, ils peuvent aller manger leur dessert. Et donc, on se retrouve confronté à ce truc de dessert. Il faut essayer d'expliquer, mais non, Taï, c'est pas ton dessert, machin et tout. Et si t'as plus faim, tu peux manger ci. Et tu vois, ça aussi, c'est tout un truc. Tu parlais d'être confronté au système différent terrible. Aux autres personnes. C'est terrible. Et donc, il faut tout réexpliquer. Ouais. Et surtout, il faut négocier. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'expliquer, dire à ce moment-là, ok, tu es à l'école, c'est comme ça que ça se passe. Mais nous, on ne va pas te dire d'aller à l'encontre. Pourquoi? Parce que, ou parfois, oui, attention, mais parfois non, parce qu'on ne veut pas que tu sois non plus exclu ou que tu te sens trop différent des autres, etc. etc. Mais à la maison, il n'y a pas de dessert. C'est comme ça, il n'y en a pas. Tu vois. Et donc, voilà, on doit gérer tout ça et c'est aussi du sport. Ouais. Mais on vit ça également parce qu'une règle qu'on a, nous, à la maison, c'est que tu commences chacun de tes repas par des crudités. Pourquoi? Pour la mastication, pour vraiment faire travailler les dents, parce qu'aujourd'hui, on a une alimentation qui est de plus en plus molle. Donc, les dents perdent en efficacité, la mâchoire, c'est pas bon. Et aussi, au niveau digestif, commencer par les crudités, c'est intéressant parce qu'on digère mieux. Bon, il y a plusieurs réactions, tu connais très bien, c'est pas le propos ici. Et à l'école, forcément, maintenant qu'il est à la cantine, il demande des crudités. Sauf que, à l'école, crudité égale morceau de pain. Oh. Et ils veulent qu'il termine ce morceau de pain. Un coup, il a demandé 2 parts de crudité, il a eu 2 morceaux de pain. En fait, dans quelle mesure vous faites ça? J'arrive pas à comprendre la logique qu'il y a derrière. Mon fils demande des crudités, il demande pas des glucides, il demande pas du pain, il demande des crudités. Donnez-lui ce qu'il veut, des crudités. Des céréales inflammatoires, il te demande des crudités. C'est incroyable, c'est incroyable. Ouais. Et l'autre élément également sur lequel je voulais rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que faire fi un peu, entre guillemets, faire fi, c'est pas le bon mot, mais l'éducation qu'on a reçue par rapport à l'alimentation, c'est compliqué. Même par rapport à la télévision, par rapport aux valeurs, etc. Mais le plus dur quand on est des gens comme toi et moi, c'est que même aujourd'hui, on est jugé par les autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, ne pas donner de barbe à papa à son fils, ne pas tolérer qu'il ait un gâteau ultra sucré pour le goûter, etc., c'est vu comme étant de la maltraitance. Littéralement, c'est en fait, et même nous, en tant qu'adultes, c'est faites-vous plaisir. En fait, mais je me fais plaisir avec ce que je mange. J'adore ce que je mange. Ouais. C'est ça le problème. Et tu vois, j'étais au restaurant en plus avec mon fils et mes grands-parents, pas plus tard qu'il y a 2 jours en arrière qu'on enregistre aujourd'hui, là. Et mon fils, forcément, il prend des haricots verts avec un petit burger, etc. Toi, c'est exceptionnel. Il y a un burger, il mange quasiment pas le pain, il prend à l'intérieur, c'est super. Et mon grand-père, je vois qu'il prend que des frites. Je fais, tu prends pas de légumes avec tes frites? Mais les frites, c'est des légumes. Non, comment ça, les frites, c'est des légumes? Ah ouais. Et comment tu veux, effectivement, qu'il n'y ait pas de jugement aussi par rapport à ça? Ouais. C'est vrai qu'on est jugé en plus quand, malheureusement, on va à l'encontre de la société. Et comme le dit très bien Pierre Dufraisse, maintenant que tu connais, la norme n'est pas la normalité. C'est pas parce que les gens, effectivement, malheureusement, mangent mal, c'est prouvé. Il suffit de voir les caddies dans les hypermarchés pour se rendre compte que c'est la normalité. Ce que vous mangez le matin, les céréales, ce n'est pas la normalité. On n'est pas fait pour en manger. Pareil, les glaces, c'est pas la normalité. C'est la norme, oui, parce que tout le monde fait pareil, mais c'est pas la normalité. Votre corps n'a pas besoin de ça. Et même pire, ça fait du mal à votre corps. Et malheureusement, on est jugé parce qu'aujourd'hui, nous, on cherche la normalité et non pas la norme. Et c'est compliqué parce que constamment, tu dois te justifier auprès des autres.
Et au bout d'un moment, Ouais. tu dis stop, tu t'en fiches et t'ignores. Ce qui est mon cas aujourd'hui, tu vois. Parce que faire constamment Ouais, du c'est ce que j'allais prosélytisme, dire. c'est compliqué. Parce que tu Ouais, c'est ce chercher que à j'allais éduquer, dire. Je voilà. pense que, Mm. et d'autant plus pour les entrepreneurs qui sont déjà la plupart du temps un peu hors normes. Oui, c'est vrai. Moi, je fais plus attention, je t'avoue, maintenant. Enfin, voilà. Et puis, quand je sens le besoin, entre guillemets, de me justifier, j'explique de manière vraiment très cash, en fait, sans prendre de gants. Mm. Et parfois, je dis carrément, oui, je sais que c'est bizarre, mais ça nous va. Et je dis vraiment cette phrase, en fait. Je dis, je sais que c'est bizarre, mais nous, ça nous va bien. Et en Mm. fait, ça calme tout le monde. Tu vois, en mode, ok, il sait qu'il est chelou, tu vois, le gars, mais il est en âme et conscience avec son truc, tu vois, et en fait, tu peux pas Mais y de toute façon, toucher. Ouais, c'est ça, c'est il faut exactement mieux ça. être extrême que se justifier parfois. Moi, par exemple, je bois pas d'alcool. Quand on me dit t'en veux, c'est pas oh non, sûrement je fais attention. C'est en fait non, j'en bois pas. Point barre. J'aime pas ça, j'en bois pas. Il n'y a pas de notion de flou, il n'y a pas de pied dans la porte. Les gens peuvent pas rentrer, te poser des questions, etc. Parce que malheureusement, les gens comprendraient pas ton discours. Et souvent, ils sont hermétiques au discours. Et très souvent, on cherche à. C'est compliqué, il y a une balance à faire, j'en ai conscience, mais très souvent, on cherche à sauver quelqu'un qui veut pas être sauvé. Mm. Et ça, c'est compliqué parce que jamais il le tolérera et on se fait du mal à soi aussi parce qu'on prend du temps et on comprend pas que la personne n'arrive pas à passer à l'action. Mais c'est compliqué. Des fois, j'éduque. Mais au bout d'un moment, je dis stop, en fait. Je suis comme ça, t'as raison, voilà. Là, nous, on fait comme ça. T'acceptes pas. C'est comme ça changera pas. Maintenant, si tu veux me poser des questions, tu m'en poses. Mais j'irai pas moi-même, en fait, te tendre la perche pour que tu en poses. En toute humilité, je crois que je suis un petit peu d'avance avec toi sur ce chemin-là. Tu peux, hein, vas-y. Dans le sens où, on sent que tu es encore un peu dans la colère parfois. On sent que tu as encore envie un peu de taper des gens là Ouais. sur le sujet. Et je te comprends tout à fait. C'était mon cas quand j'étais plus jeune coach. Et si tu veux, c'est assez marrant parce que j'ai très souvent dans mes formations des coachs qui viennent qui me disent ouais, mais lui, j'ai envie de lui expliquer et il m'écoute pas et ça m'énerve. et je dis écoute, euh, notre job à nous, c'est de tendre la main autant de fois que nécessaire pour que la personne la prenne. Et surtout, de consacrer notre énergie aux personnes qui veulent notre énergie et pas aux autres. Et quand je parlais de me justifier, c'était absolument pas pour convaincre quelqu'un. En fait, c'était plutôt pour expliquer. Et là, en fait, je me rends compte que quand je le fais, c'est surtout pour taille. C'est-à-dire que je veux pas que lui soit le outsider, le outcast, Oui. le marginal, parce que nous faisons des choix bizarres. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Et Bien donc, sûr. parfois, auprès des parents ou auprès de l'école ou X ou Y, j'explique. Et je dis, je sais que c'est particulier, mais nous, on fonctionne comme ça. Mais quand je vais au supermarché et que Taï veut pas mettre ses chaussures et qu'il est pieds nus, et que les gens me disent, ouais, votre fils, il est pieds nus. Je dis, oui, je sais, il n'aime pas mettre ses chaussures. Et tu sais que je le dis comme ça, et je fais plus d'un mètre 90 et je fais 95 kilos. Oui. Et je le dis avec beaucoup de froideur. Et en général, personne n'a envie de discuter. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'arrête là, en fait. Et en fait, la raison, c'est parce que je sens, en fait, quand il y a une remarque et une question d'intérêt. Par exemple, l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, faites attention, il peut y avoir des bouts de verre ici. Ça, c'était gentil, en fait, tu vois. Et donc là, je prends toute ma douceur et je dis, oui, oui, merci, on va faire attention, tu vois. Mais quand on sait en mode, ok, votre fils, il est pieds nus, vous êtes bizarre, je peux te dire que là, je suis prêt à démarrer, quoi, tu vois. Mais en général, j'ai pas besoin, tu vois, je calme juste le truc. Parce que je veux pas que lui subisse ça, en fait, tu vois. Et donc là, je me mets plutôt en mode pare-feu, quoi, tu vois, en mode protection. Mhm. Mais très honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de sauver les gens qui ne veulent pas l'être. Moi, ce que je fais vraiment, avec beaucoup de recul là-dessus et beaucoup d'humilité par rapport à finalement ce qu'on peut réellement accomplir, c'est qu'en fait, je propose des portes d'entrée, je propose des outils. Donc, si tu veux, tu vas voir sur ma chaîne que je vais parler du carnivore, je vais parler du jeûne, je vais parler de l'alimentation anti-inflammatoire, du syndrome de l'intestin irritable, je vais parler du mouvement, du crossfit, etc. Parce que pour moi, tout ça sont des outils à mettre à disposition d'un maximum de personnes Mhm. parce que ça peut te correspondre à un moment donné dans ta vie. Tu vois, il y a des gens qui sont prêts à faire des changements sur les céréales, mais pas sur le sucre. Il y a des gens qui sont prêts à arrêter les produits laitiers et qui se sentent mieux, mais qui veulent pas, par contre, arrêter le pain. Tu as des gens qui sont prêts à faire du crossfit, mais qui veulent pas changer leur alimentation. Et l'inverse, etc. Et en fait, tout ça, pour moi, c'est mettre à disposition des gens des outils que s'ils veulent, ils prennent ou pas. Et ce que je fais, moi, c'est proposer à ceux qui veulent des portes d'entrée. Un programme anti-inflammatoire, un coaching, une vidéo gratuite. Je vais mettre à disposition tous ces outils-là et dire, bah, entrez là où vous vous sentez prêt et je vais essayer de vous aider au maximum à ce moment-là de votre parcours à vous. Mhm. Je pense que c'est ce que tu fais aussi avec les podcasts. Et Complètement. ça reste à l'idée, en fait. C'est proposer des choses.
et puis que chacun puisse aller voir. Euh, parce que tu sais, on a tous des moments où on est prêt à faire des changements et d'autres pas. Mm. Et en gros, l'idée, c'est d'essayer d'être là au bon moment pour aider ceux qui le veulent. Non, c'est ce que je fais aussi. Alors, Papapreneur, c'est pareil, mais c'est un projet qui est plus naissant, donc on n'a pas encore tout établi, mais c'est une de nos recherches aussi, c'est créer des portes d'entrée pour justement simplifier ce côté de OK, je résous le chaos qu'est l'enfant. Et aussi sans cette notion de quand je suis au boulot, je pense à mon fils ou à ma fille, et quand je suis avec mon fils ou ma fille, je pense au boulot. Ouais, c'est Avoir clair, cette ça, notion c'est de tellement vraiment important. profiter de l'instant présent dans chacun des instants. C'est un peu le côté stratégie des haltères de Taleb, en fait. Je suis à 100% dans l'un ou dans l'autre, mais jamais ce ventre mou, en fait, où je regrette constamment de ne pas être avec l'un ou de ne pas faire l'autre. Mais par rapport à mes contenus, du coup, sur ma chaîne principale, effectivement, tu as raison. Moi, j'ai pris une porte d'entrée qui est la productivité, la performance. Mais en fait, c'est une porte d'entrée parce que souvent, les gens aiment cette porte-là. Mais ce qu'il y a derrière, c'est la santé, en fait. Ouais. Et c'est aussi cette notion de ne soyez pas médiocre. Pour moi, c'est une vraie valeur aujourd'hui. Je trouve que le monde est de plus en plus médiocre actuellement. Les gens sont de plus en plus irrespectueux envers eux-mêmes, même par rapport à l'environnement, par rapport à leurs enfants, par rapport aux autres. Ils sont métaboliquement insultants. Ils veulent s'augmenter avec des Apple Watch en se négligeant eux-mêmes au niveau du sommeil. Je trouve qu'il y a une vraie dichotomie à ce niveau-là et je veux la résoudre par différentes portes d'entrée. Donc, tu as entièrement raison. Une question sur laquelle je voulais venir également. On a parlé un peu de cette notion de préparer son enfant à la société. J'ai le côté marginal parce que ton fils comme le mien sont marginales malheureusement. Ils connaissent pas tous les dessins animés à la mode. Ils ne connaissent pas le goût de Nutella. Du moins, c'est pas le cas du mien. Ils vont pas à McDonald's régulièrement. Donc déjà, comment tu fais pour effectivement gérer ça? Parce que c'est compliqué de te dire, OK, mon fils, je lui veux le meilleur. Mais malheureusement, en voulant le meilleur, c'est compliqué. Du moins le meilleur par rapport à notre niveau de compréhension des choses. Comme tu le dis, dans 5 ans, potentiellement, on le sait, on aura fait des erreurs. Mais par rapport à nos connaissances, par rapport à nos recherches, on veut le meilleur pour lui. On est prêt à ne pas faire de concessions par rapport à ça. Mais malheureusement, en faisant ça, ça le rend marginal, comme tu l'as dit. Il n'a pas goûté ce que les autres goûtent. Il n'a pas vu ce que les autres voient. Comment tu fais pour gérer ça? Pour concilier les deux? Je veux que mon fils ait le meilleur, sans pour autant en faire un enfant, on va dire, mis à la marge par rapport à l'école. Tu as des solutions, forcément tu y as pensé, mais comment tu peux réussir à faire en sorte que les deux se mixent? C'est une vraie question qu'on a souvent avec Aurélie, et trouver des solutions est compliqué. Les deux portes d'entrée, je vais les développer juste après. C'est d'abord le choix de l'environnement. Et la deuxième, c'est sur quel axe on va, oui ou non, faire des concessions. Donc, je vais prendre un exemple pour les concessions et puis je vais te parler de l'environnement. On a été très très carré sur l'écran plus petit. On a vraiment été très carré, donc il n'y a pas d'écran du tout. Et puis, on a ouvert en fait doucement. Et là, on regarde des films de temps en temps ensemble. Alors, les films, c'est Cars, c'est Nemo, tu vois. Parfois, il regarde Peppa Pig, tu vois. Bon, voilà. Ouais. Donc, il est quand même au fait. Moi aussi. Ouais, voilà. Donc, il est quand même au fait de Pas de patrouille, tu vois, tout ça, il connaît quand même le truc. Mais d'une part, on va toujours avoir un œil sur ce que c'est, donc voir si ça prône des valeurs qui nous correspondent ou non. Mais là-dessus, tu vois, par exemple, moi, je me rends compte que plus jeune, j'avais dit, ouais, pas d'écran, nanana. Et en fait, on s'est rendu compte que tant que c'était avec quelque chose d'agréable et tant que c'était dans des durées contrôlées et surtout, qu'il y avait du mouvement après, ça allait. Oui. Tu peux pas le mettre une demi-heure devant la télé et puis lui demander d'aller apprendre quelque chose. C'est impossible. Enfin, en tout cas, le nôtre, c'est pas possible. Il sort, il est comme ça, quoi. Par contre, après, on va faire un foot un quart d'heure dans le jardin. C'est bon, tout est sorti, on peut y aller. Et donc, là-dessus, tu vois, par exemple, on a fait des concessions. Parce que pour moi, ça faisait partie de mon veto plus jeune dans son éducation, mais moins maintenant. Sur le sucre, par exemple, on est toujours ici à l'heure actuelle sans concession. Comme je te l'ai dit, la seule fois où on fait le choix qu'il mange du sucre, c'est parce qu'il y a un événement bien précis et c'est là que je te disais, la concession pour éviter l'excès de marginalité qui est, ok, tu es à un anniversaire, tu vois, par exemple dans leur école, et ça on parlera de l'environnement juste après, il y a un concept que nous, on est totalement fan, tu t'en doutes, c'est que ce sont les enfants, donc du coup les parents, qui amènent la collation pour toute la classe
le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et c'est un jour fruits, un jour légumes, un jour fruits, un jour légumes. Et ce sont les enfants qui préparent la collation. Donc, dire que tes parents, tu veux pas t'ennuyer, tu arrives avec 2 sachets de carottes et tu dis voilà, c'est la collation aujourd'hui. Et ce sont les enfants qui vont peler, couper, machin et tout, tu vois. Alors Cool. voilà, si tu veux faire un truc fun, bah, t'amènes 2 avocats avec qui font un guacamole. Enfin, bon, voilà. Donc c'est vachement fun, tu vois, c'est participatif. Clairement. Voilà. Ouais. Bon. Mais, enfin pas mais, et quand c'est un anniversaire, l'enfant a le droit d'amener un gâteau, des crêpes, voilà. Et en fait, la première fois, ben, alors déjà, respect pour l'école qu'on a choisie, c'est-à-dire qu'une fois, il y avait des crêpes avec des produits laitiers, et nous, on a dit que notre fils ne mangeait pas de produits laitiers, on nous a téléphoné pour savoir s'il pouvait en manger, donc franchement, respect. Mhm. Et une autre fois, je pense qu'il y avait eu un gâteau, et en fait, il n'était pas sûr, et du coup, il n'a pas mangé, quoi. Et en fait, il est rentré à la maison, je ne sais plus trop comment ça s'est passé, mais en gros, on lui a dit, écoute, il n'y a pas de problème, prochain anniversaire, tu peux manger un petit morceau de gâteau. Ce qu'on te demande juste, c'est d'en prendre un petit morceau, et si tu l'aimes pas, de ne pas te forcer à le manger. Et du coup, voilà, il mange son petit morceau de gâteau avec les autres, tu vois, et il ne se sent pas exclu. Donc en fait, si tu veux, nous, on a décidé que la limite de notre marginalité, c'était quand lui se sentait exclu. Ok, Voilà. intéressant. Ça, c'est la limite de notre marginalité parce que, pour moi, j'ai pas envie que lui en paye le prix à 4 ans, quoi. Voilà. Mhm. Mais qu'il se sente différent, on s'en fout. Qu'il se sente exclu, on n'est pas d'accord. La nuance est intéressante. Ouais. Pour moi, c'est très différent. C'est-à-dire que je suis à pieds nus au supermarché, mais moi, je m'en bats les steaks de voir comment tu me regardes. Il se sent pas exclu. Il s'en fout. Il a 4 ans, il s'en fout complètement. Mhm. Ils sont 10 à un anniversaire, ils sont 9 à manger le gâteau et lui, il ne mange pas et il se sent triste. Ça, c'est différent. Là, il se sent exclu. Tu vois. Voilà. Donc là, c'est un peu là la limite de notre marginalité à nous. La deuxième chose, très honnêtement, c'est l'environnement, quoi. C'est-à-dire que plus tu peux réduire l'écart entre tes principes éducatifs et l'environnement dans lequel tu mets ton enfant, Oui. plus ça va être facile à gérer. C'est-à-dire qu'en ne le mettant pas à la crèche les 2 premières années, on n'a pas dû gérer les Kinder Bueno et le sucre et les machins. On n'a pas dû le faire puisqu'on était chez nous et donc on décidait de ce qu'il mangeait. Mm. Et maintenant, ici, il va aller dans une école qui correspond vachement à nos valeurs, quoi. En termes de, comme je t'ai dit, fruits, légumes, en termes de principes éducatifs de non-violence, de chercher à résoudre les conflits par la discussion, tu vois, etc., etc. Donc, on est avec des principes éducatifs qui sont beaucoup plus proches des nôtres, même si on n'est pas à 100%. En tout cas, la distance est vachement réduite avec une grosse école où la collation, ce serait un Coca et un Kinder Bueno pour tout le monde. Et donc, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer au quotidien une marge comme ça qu'une marge comme ça, quoi. Ou comme ça, tu vois. Donc, c'est un peu les 2 stratégies que nous, on a employées. C'est savoir où on met des compromis et où on met des vétos. Et savoir comment on peut réduire au maximum l'espace entre nos valeurs et l'environnement de taille. Donc, par exemple, quand il va chez sa grand-mère, elle a beaucoup de mal avec ça. Mais on lui a dit non, pas de sucre. Pas de coca, pas de machin, pas de truc. Alors déjà, elle est quand même relativement sensible à ça, donc c'est cool. Mais on sait que voilà, elle se fait un peu violence pour pas amener une pâtisserie ou quoi, tu vois. Et du coup, elle compense avec les fruits. Et du coup, il a tout le temps des fruits, tu vois, qui ont pas de sens. Et tu vois, il a des framboises au milieu de l'hiver. Enfin bon, voilà. Mais voilà, tu vois, entre sa grand-mère qui lui fait plaisir avec des framboises au milieu de l'hiver et qui va lui chercher un éclair au chocolat tous les mercredis à 16h, bon bah voilà, tu vois, voilà, c'est notre compromis à nous, tu vois. Voilà. Non, mais c'est vrai que l'environnement est super important quand on peut se le permettre. C'est aussi une condition. Mais J'ai jamais dit que c'était facile. Ouais, c'est pas facile. Jamais. Nous, on a fait le choix et c'est vrai qu'au niveau financier, ça nous a coûté l'équivalent, je pense, d'une dizaine de bras d'avoir une nounou à domicile. Ah bah voilà. C'est génial parce que tu contrôles tout. Tu contrôles l'absence d'écran, tu contrôles la nourriture, Fabuleux. tu contrôles tout. Par contre, effectivement, c'est un vrai budget monstrueux. C'est vraiment Ouais. du 4 à 5 fois plus que nounou classique. On Ouais. a fait ça durant 1 an et demi. Du moins, durant 1 an et demi. Et ça nous a convenu. Maintenant, on passe à autre chose. Parce qu'on sait également qu'une fille, ça a besoin de sociabilisation maintenant. Bien sûr. De voir d'autres Et personnes, tu d'autres m'expliques enfants. une nounou à domicile, ça veut dire qu'elle venait à quelle fréquence, combien de temps, tout ça? Elle Ça m'intéresse. venait le lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 18h30. Oh, ok, temps plein, quoi. Temps plein, ouais, temps plein sur 4 jours par semaine.
Ok. Et donc, c'est quoi? C'est une 9h30, employée? pardon. C'est ça? 9h30, C'est ouais. une employée? Tu C'est payes une une employée. entreprise? Ça marche C'est une comment? employée, ouais. C'est comme une employée que tu avais à domicile, tout simplement. Donc Waouh. forcément, tu payes le salaire plus les charges patronales. Ouais, ouais, comme une employée, quoi. Donc Ok. c'est un vrai budget, mais encore une fois, c'est une notion de priorité aussi. Donc Non, mais pour nous, c'était attends, la priorité. C'est que bien voilà. sûr. L'école dont moi je te parle là, elle coûte un pont. Sachant que l'école, bah, chez vous, c'est comme chez nous. Je pense que l'école publique, ça coûte 3 francs 6 sous, quoi. Hmm. Là, l'école, elle coûte un pont et elle est à presque 1 heure de route. Ah Donc, ouais, ouais, ok, ouais. oui, 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 oui. Mais Ouais. voilà, c'est celle qui nous correspond le plus. Et donc, comme tu dis, c'est un choix, c'est une priorité, quoi. Voilà. Non, mais on y Et pense aussi avec Aurélie. On a vu une école pas très loin qui, bah, faut qu'on déménage évidemment, mais une école où les enfants sont dans la nature. Et c'est un projet en plus qui est holistique parce que les enfants seraient au contact de personnes âgées. wow, Donc toi, c'est nice. l'éducation par rapport aux personnes âgées, toi, c'est la reconnaissance des plantes de la nature, des choses qui nous tiennent à cœur et qui sont importantes. Parce qu'un enfant vissé sur une chaise H24, l'être humain n'a pas fait pour évoluer comme ça. L'être humain est fait pour être dehors. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il est fait pour être dehors. Donc Ouais, le laisser visser à une chaise H24, ce n'est pas fait pour ça. Et après, on dit que les enfants sont turbulents. Non, l'environnement n'est pas adapté aux enfants. C'est on est bien différent. d'accord. On est bien d'accord. D'autant plus Il- si tu leur mets un petit peu de petite dose de sucre juste avant de les asseoir. Bien C'est ça. évidemment. Il y a un dernier sujet sur lequel je voulais venir avec toi. On a parlé beaucoup de violence jusqu'à présent. Notamment le prisme vraiment violence de la famille, résoudre les conflits pardon, de façon non violente. Ouais. Comment tu prépares ton fils à un environnement qui va être violent? Parce que le monde est C'est violent. Ouais, ouais, ouais. Comment tu le C'est prépares? alors je vais être cash avec toi, c'est un grand, je crois que c'est la plus grosse inconnue et la plus grosse différence entre ma femme et moi. Ok. C'est-à-dire que ouais, ouais, vraiment. C'est-à-dire que ma femme, en fait, elle aimerait, mettre taille dans une pièce avec des coussins émotionnels partout autour. Alors je mets Je des vois. coussins émotionnels parce qu'elle a aucun problème à ce que taille joue et se nique le genou dans les graviers. Elle s'en fout Mhm. complètement. Pour elle, c'est normal. Mais qu'ils doivent se battre avec d'autres enfants et qu'ils reviennent en pleurant ou qu'il ait une déception amoureuse ou tu vois. Voilà. Moi, je Ouais. pense que je vais avoir plus mal au corps et au cœur quand mon fils va rentrer en me disant je me suis fait larguer par ma copine et je pleure Ouais, que je quand il va me comprends. dire je me suis fait casser la gueule à la récré quoi. Tu vois. Mais vraiment, hein. Bien sûr. Parce que pour moi, ça va être beaucoup plus dur à gérer ce traumatisme émotionnel que le traumatisme physique. Si tu veux, c'est un débat qui est très profond pour moi. Très, très Mm. profond pour moi parce que déjà, en fait, si tu veux, moi-même, j'ai eu des gros problèmes avec la violence quand j'étais petit. C'est-à-dire que je ne la supportais pas. Physiquement. Physiquement, je ne la supportais pas. C'est-à-dire que je fais partie, je crois qu'il y a d'autres gens, je ne sais pas trop, mais je sais qu'on n'est pas beaucoup. Mais moi, je fais partie des gens qui, quand quelqu'un se fait mal, devant moi, j'ai mal au corps. Ok. Pour de vrai, hein. Mm. Donc, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que si ma femme me raconte une histoire de quelqu'un qui se fait mal, je peux avoir mal. Tu vois, donc j'ai vraiment une empathie sur la douleur physique qui est quand même assez dingue. Mais je sais que le monde est violent. Et il est maintenant surtout violent, en tout cas dans nos régions à nous, toi et moi, il est surtout violent émotionnellement, hein, plus que physiquement. Il faut être honnête, on ne doit plus trop se battre pour avoir à manger ou pour éviter que quelqu'un nous prenne notre repas, même si à l'école, ça peut arriver. Et donc, mes stratégies par rapport à ça, je vais être très clair, c'est d'accepter de confronter mon fils à tout ça et de ne pas l'en protéger de manière excessive, tout en lui faisant comprendre que quand il a besoin d'aide, on sera là pour lui. Mhm. C'est-à-dire que là, mon point de vue, s'il y a un enfant qui tape dessus à l'école, d'abord, ça va être de proposer des solutions de résolution de conflits non violentes, d'abord, parce que je pense que c'est important qu'ils comprennent que ça existe, en fait, si tu veux. Oui. Tu vois, c'est pas je me prends une tarte, j'en mets une. Ça peut être on trouve une solution. Parfois, la solution, ce sera de remettre une tarte au gars. Peut-être que ce sera ça. Hein. Parce que parfois, il veut pas t'entendre et il continue à te taper. Et à un moment donné, il faut te défendre. C'est le jeu. Mhm. Et en fait, je vais un peu faire la même chose, je pense, par rapport à la. Si tu veux, on a un parti pris qui est très difficile à tenir. C'est qu'on ne ment pas à notre fils. Alors, parfois, on lui cache la vérité autant que possible, plus pour le protéger
tu vois, voilà, par exemple, le sujet de Noël, tout ça, tu vois, moi, c'est très compliqué. J'ai beaucoup, beaucoup de mal avec le fait de lui raconter des trucs là-dessus. Mhm. Mais tu vois, il y a la magie, bon voilà, et donc, tu vois, on en discute. Mais ça veut dire que sur la violence ou sur la sexualité ou ce genre de choses, c'est pareil. Alors, heureusement, il est encore très petit, il pose très peu de questions. Mais quand il pose des questions, on lui répond, quoi. Donc l'autre fois, bon, Taille, parfois, il a des questionnements un peu tôt. Il dit, papa, c'est quoi être mort? Ah, nous, on est en plein dedans, nous aussi, depuis des années déjà. Allez, voilà. Allez, on est parti. Tu vois. Ouais. Et Mm. donc, expliquer tout ça. Et voilà, là-dessus, c'est pas tu montes au ciel et tu vas avec les anges. Et tu vois, voilà, c'est pas ça. On t'explique ce que c'est être mort, en fait. Ah, tu vois, on Après, en on parle sait. quand même, nous. On parle des deux. On dit effectivement la mort physique, plus aussi les croyances qui vont derrière, tu vois. Alors, Il y a oui, des tu dis les personnes qui pensent croyances. effectivement qu'on peut aller dans le ciel, etc. Nous, on les partage pas spécialement, mais ouais. Alors, voilà, exactement. Donc, c'est ce que j'allais dire. C'est que Ok. je vais pas dire que ça n'existe pas, Mm. mais je vais juste pas te raconter un truc. Voilà, ok, oui. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais te dire, la mort, c'est voilà, on arrête de respirer, notre corps arrête de bouger, et donc on n'est plus là pour les autres. Et enfin, tu vois, voilà. Et à côté de ça, effectivement, il y a des gens qui pensent qu'on Voilà. va au ciel ou en enfer ou machin. Je suis tout à fait d'accord d'en parler, tu vois. Mm. Mais je vais pas te dire j'ai une certitude là-dessus. Oui, voilà, oui. Parce que s'il me dit qu'est-ce qui se passe après la mort, je vais te dire écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des gens qui pensent que ça, il y a des gens qui pensent que ça, il y a des gens qui pensent qu'on est fait de chair et de sang et que du coup après il n'y a plus rien. Mais je ne sais pas. Et donc c'est un peu la même chose avec, tu vois, par exemple, il voit une boîte de tampons, il demande à ma femme ce que c'est. Mhm. Ma femme lui dit, tu vois, que tous les mois, elle perd un petit peu de sang et que donc elle met ça pour éviter que le sang coule. Enfin, tu vois, voilà, très Très factuel. brut de Mm. Mm. ouais, très factuel, tu vois. Mais du coup aussi sans, parce qu'en fait, on veut éviter que ça crée soit une honte d'en parler ou une gêne, Mm. un embarras, tu vois. Parce que tu peux aussi facilement créer ça, tu vois. Non, ça, on n'en parle pas. Regarde l'argent, par exemple. C'est terrible. C'est terrible, l'argent, comme dans des familles, on n'en parle pas. On ne peut pas parler d'argent. On ne peut pas Mm. parler d'argent en bien, on ne peut pas parler d'argent en mal, on ne peut pas parler d'argent. Ou alors, on pense qu'avoir de l'argent, c'est mal vu, ou X ou Y ou Z. Et tu vois, ça aussi, ça peut créer chez l'enfant un rapport à l'argent qui est compliqué. Et je parle de l'argent, mais on a parlé de l'alimentation, on parle de la violence, enfin, tu vois, voilà. Donc, on a vraiment un parti pris d'être assez factuel sur ce genre de choses. Et je pense que par rapport à la violence, moi, par exemple, je m'en suis protégé d'une certaine manière, tu vois, en n'acceptant pas, plus jeune, d'affronter, tu vois, à quel point le monde pouvait être violent, etc. Et bien sûr, je vais préserver l'enfance de mon fils. Je pense que c'est pas l'âge où c'est intéressant d'apprendre qu'il y a des pédophiles, qu'il y a des violeurs, qu'il y a enfin, tu vois, des gens qui font de la traite d'esclaves. Enfin, tu vois, je pense qu'à 4 ans, c'est pas utile. Mais je veux pas non plus l'en protéger de manière excessive toute sa vie. Je pense qu'à un moment donné, il faudra aussi accepter que tout ça existe. Et, pour aller exactement dans le même ordre d'idée, je vais lui proposer des sports de combat. Mm. Ça ne veut pas dire que je vais l'obliger à en faire. Ça veut juste dire que je vais lui proposer, lui faire essayer régulièrement. Parce que je pense que ce combat physique est vraiment très, très utile. Oui. D'ailleurs, petite parenthèse, moi, je joue à me battre avec mon fils. Ouais, moi aussi, c'est essentiel. Oui, mais pourtant, c'est pas tellement connu que c'est essentiel. Et Ouais, si tu veux, il y a eu cette phrase que j'ai entendue dans un podcast, je pense. On n'aime pas le personnage, on s'en fout. C'était Jordan Peterson qui parlait de ça. Mhm. Et il dit il est essentiel que les mammifères jouent, et chez les humains, ça correspond à la période entre 3 et 5 ans particulièrement, à se battre avec des gens plus forts qu'eux, Évidemment, mais de oui. manière à ce qu'ils mettent les limites, Mm. en fait, à ce qu'ils soient confrontés aux limites. Et là, en fait, ce qui, moi, m'a totalement fait faire la paix avec ça, c'est que on a des chats. Et on a eu une chatte qui a eu des enfants, enfin des chatons, quoi. Et c'est impressionnant de voir à quel point ils jouent ensemble, à quel point ils se font mal. Enfin, d'abord, ils jouent sans se faire mal. Puis à un moment donné, il y en a un qui fait mal à l'autre. Et il y a l'autre qui lui dit « je suis pas d'accord ». Et quand ils font la même chose avec la maman, ils s'en prennent une, hein, comme il faut. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ça leur apprend non seulement à se développer physiquement, mais aussi à apprendre où est la limite du jeu et le moment où ça peut basculer.
Et tu parlais de l'enfant qui joue à la mort et à tuer, à la guerre. Bah, pour le moment, à l'école, tu vois, moi, il revient avec ça. Ouais, on va jouer à la guerre, tu vois. Il comprend pas ce que ça veut dire. Hein. Pour lui, c'est jouer, tu vois. Mais du coup, ça peut vite basculer en on joue à se taper parce que c'est rigolo. Puis à un moment donné, je prends un bâton, je te le mets dans la tête. T'apprécies pas trop forcément. Du coup, toi, tu prends un bâton plus lourd et tu me le mets dans la tronche. Et du coup, c'est parti. Alors que si à un moment donné, on joue tous les deux, tu vois, genre on joue avec des coussins et hop, on se tape, machin, tu vois. Et hop, si je tape un peu trop fort en endroit qu'il aime pas, il me dit, oh papa, ça m'a fait mal. Je lui dis, ah bah je suis désolé, je le ferai plus. Et vice versa, tu vois. L'autre jour, on joue, machin, et il met ses doigts, donc vraiment ses ongles, dans mon visage, quoi. Et il me pince avec ses ongles. Mais franchement, ça m'a fait super mal, tu vois. Et en fait, je l'ai vraiment repoussé, tu vois, en disant, non, non, ça, je suis pas d'accord, ça fait vraiment mal, tu vois. Il l'a pas refait, tu vois. Mais on a continué à jouer. Aussi dire, non, mais c'est pas grave, on peut continuer à jouer. Ouais, Tu vois. non, mais je te rejoins à 200%. Tout cet apprentissage de limite, je pense qu'il est capital. Mais c'est vrai que les animaux apprennent par le chahutage, par la violence maîtrisée et aussi par le jeu. Ouais. Et on a retiré tout ça malheureusement du règne humain où en fait on n'apprend plus en jouant. Et même l'école, on va pas non plus partir dessus parce qu'elle est encore pour 1 heure, je pense, après l'école, mais le jeu, malheureusement, est retiré de l'école et on apprend en jouant. Mais c'est vrai que je pense que le rôle d'un père, et c'est pas le rôle d'une mère, hein, c'est de chahuter avec ses enfants, quoi. C'est montrer le rapport de force aussi. Montrer qu'un adulte reste plus fort qu'un enfant. Du coup, on crée un cadre inconsciemment chez l'enfant. Pour moi, c'est essentiel. Et à mon niveau, pour rebondir après, je pense qu'on va arriver sur la fin du podcast tranquillement, mais à mon niveau, au niveau de la violence, je te rejoins effectivement sur le fait de mettre mon fils à un sport de combat. Je lui proposerai aussi. Ouais. Moi, j'ai fait du rugby, ce qui est un sport de combat en soi durant des années, durant 17 ans. Maintenant, je suis sur du Krav Maga, un sport de self-défense où on apprend justement à désamorcer les conflits avant que le conflit intervienne. Mais ce qui est important, je pense aussi, c'est rassurer son enfant par rapport au combat. Comme quoi, en tant que parent, on est là pour lui. Moi, c'est vraiment un point sur lequel vraiment j'insiste beaucoup, c'est OK Nathan, tu tapes personne. Nous, on n'est pas là pour se battre, tu tapes personne. Mais si on te tape, tu peux derrière taper aussi si tu sens que c'est la bonne chose. Et là, il me dit, mais si la maîtresse me dit que la maîtresse, c'est un problème de grand, c'est moi qui vais gérer. Ouais. S'il y a un conflit, si tu sens que tu as besoin, tu y vas. Tu tapes. Moi, derrière, j'assume les conséquences. Pour toi, il n'y a pas de problème, mon fils. Toi, tu te défends, c'est le principal pour moi aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents aussi qui, malheureusement, directement viennent à crier sur leurs enfants parce qu'ils se sont battus. Déjà, essayez de comprendre le contexte qu'il y a derrière. Cherche à comprendre. Allez voir la maîtresse. Comprenez les tenants, les aboutissants, et après vous ajustez derrière. Et même si vous ajustez, c'est pas par l'écrit, c'est en expliquant les choses. Mais moi, dire aujourd'hui à mon fils, ok, on te tape, tu tapes derrière, il y a pas de problème, je te soutiendrai, mon fils. Par contre, ne sois pas à l'origine du conflit. Là, je ne tolérerai pas. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est, je cherche d'abord une autre solution. Mais typiquement, tu vois, si tu as ton enfant qui, depuis 15 jours, sans le dire à personne, tous les temps de midi, se fait gratter son repas parce qu'il se prend une tarte par un plus grand. Tu serais pas content que le 14e jour, ils disent va te faire voir et qu'il lui en colle une? Mais clairement. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, j'ai commencé à lui apprendre des méthodes de Krav Maga. Moi, j'ai commencé à dire voilà, tu vises le coude dans la gorge, comme ça, le combat est terminé. Tu vois, voilà. Donc, tu vois, voilà, ton parti pris, c'est celui-là. Moi, je te dis d'abord, d'abord, tu essaies de trouver une autre. Moi, j'essaie toujours de lui dire que d'abord, j'aimerais bien qu'il manifeste son mécontentement d'une autre manière. Tu vois. Donc, d'abord, j'essaie toujours qu'ils disent d'abord, tu demandes d'arrêter. Oui. Tu vois, en premier, tu dis je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire, arrête. Il est évident qu'à un moment donné, la défense physique, ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait partie, en fait, de notre état animal. Les enfants sont bien plus des animaux que nous. Ils sont beaucoup plus connectés à leur instinct animal que nous. Et donc, l'idée, c'est que si à un moment donné, on en arrive là, je te rejoins par contre sur le côté soutien, quoi. Moi, je ne vais jamais arriver en mode ouais, t'as tapé quelqu'un. Première chose, c'est pourquoi? Explique-moi pourquoi. Et effectivement, si tu as été à l'origine du conflit, par contre, on va en discuter. Et je vais te dire que ça, je ne suis pas d'accord. C'est pas comme ça qu'on résout un problème, etc. etc. Et je suis pas d'accord, plus voilà ce que tu aurais dû essayer de faire. Exactement, donne une alternative, bien sûr. Voilà, bien sûr, complètement. Bien sûr. Ouais. Non, mais il y a un vrai sujet parce que le monde de l'école est violent, parce que les dessins animés sont violents aussi. Il suffit de voir en fait à quel point les dessins animés sont accélérés par rapport à ceux qu'on a connus nous. Ça va très vite. Il y a constamment des stimuli, des lumières, des cris, des sons, des altercations, des violences, des poursuites. Alors moi, je suis désolé, moi, mon dessin animé, c'était Marcelino, hein, un gamin qui parlait des animaux, c'était au ralenti, il y avait des prêtres, c'était très bien. Maintenant, c'est pas de Patrouille, c'est Peppa Pig.
Ou le rôle du père, on peut en parler aussi. Le père est en surpoids, le père fait pas de sport, etc. Il renvoie une image d'un élément stupide dans la famille. C'est autre chose. Malheureusement, oui. Mais C'est voilà, vrai. il y a des C'est vrais vrai. sujets et je pense effectivement que cette notion de comprendre son enfant et de... En fait, pour moi, le rôle d'un père, c'est d'être un pilier par rapport à son fils et d'être un Ok. modèle. Et je pense que qu'un enfant qui se dit, OK, peu importe ce que je fais, mon père sera là, soit pour me soutenir, soit pour me dire ce que j'aurais dû faire, est essentiel parce que la confiance va derrière. La confiance en ses parents, donc le dialogue avec ses parents, mais aussi la confiance en soi au quotidien. Oui, c'est ça, parce que le but après, c'est quand même qu'ils ne dépendent pas de nous pour avoir des Bien solutions. sûr, complètement. Mais c'est avoir la C'est ça. confiance de, OK, si jamais j'ai un problème, demain, je peux me retourner vers mes parents s'il y a besoin. C'est Parce ça. qu'ils sauront me Toujours. mettre sur le bon chemin pour trouver une solution. Du moins, le bon chemin, celui qu'ils estiment être le bon. Je suis d'accord. On utilise j'ai vraiment un phrasé depuis qu'il est tout petit avec ça, avec taille, qui est très très précis, qui est si tu as un problème, cherche une solution. Si cette solution ne marche pas, essaye-en au moins une autre. Ah, super. Et si tu ne trouves pas de solution, viens me demander de l'aide. J'adore. C'est toujours comme ça que je parle. Et honnêtement, c'est quelque chose avec lequel je suis très très en accord, très en paix, et je pense sincèrement que ça va dans le sens de mes valeurs, qui est cherche des solutions, pas une solution, des solutions. Mm. Et ensuite demande de l'aide parce que tu n'auras pas toujours la réponse tout seul. Et ça aussi, c'est important parce que, surtout, je pense, les hommes, on a un peu ce côté orgueilleux, tu vois, ouais, je ne vais pas demander de l'aide et tout. Mais franchement, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas faire et d'autres personnes qui savent le faire mieux que nous et qui peuvent nous l'apprendre, tu vois. C'est bien pour ça Ouais. qu'on a des podcasts, qu'on a des coachs, qu'on a des, tu vois. Et, ouais. J'ai vraiment cette idée aussi, cherche d'abord par toi-même, bouge, bouge, bouge. Mais si ça ne va pas, vas-y, va demander de l'aide. Il y a des gens qui sont compétents, tu vas voir. Même de façon plus bête et plus pragmatique, mais combien de personnes perdent un temps fou en hypermarché en ne demandant pas à une personne où se trouve tel produit? Exact. Parce qu'on n'a pas appris à demander de l'aide, parce qu'on est gêné par le fait de demander de l'aide. Mais simplement, Exact. OK, je sais pas où les rayons bricolage, tu vois quelqu'un, bah dites-le moi. Et tu gagnes 10 Exact. minutes. C'est con, mais... De fou. Et beaucoup d'espace mental. Mais oui, c'est con comme exemple, mais ça change la vie, quoi. Je suis d'accord. Je suis arrivé au bout des éléments que je voulais aborder avec toi. Merci Et pour... on a très je peu trouve- parlé productivité finalement, c'est marrant. Ouais, très peu. Mais en fait, papa preneur, c'est plus papa que preneur, mais C'est on pourra ça. faire un deuxième épisode si je m'étais intéressé, mais Non, je non, trouve c'est qu'on cool, c'est cool. Ouais, on est ouais. tellement délaissé en tant que papa, je trouve, par rapport à ce sujet-là. Souvent, il y a beaucoup de choses par rapport aux mamans. Il y a des C'est vrai. podcasts, il y a des ressources, des chaînes YouTube, très peu pour les papas. Et en fait, on voulait créer avec mon comparse de podcast, vraiment, le podcast qu'on aurait aimé avoir à l'époque, tu vois. Ouais. Bon, des fois, effectivement, on parle plus productivité, des fois plus parentalité, des fois plus mindset, des fois plus philosophie. Mais c'est vraiment une démarche holistique parce que c'est holistique comme problème. Bien sûr, bien sûr. Donc, il faut des solutions holistiques. Et l'éducation, vraiment, est un élément central et il y a un vrai sujet par rapport à ça. Et je suis content qu'on ait pu en parler, toi et moi. Et d'ailleurs, merci pour ta transparence parce qu'on a abordé des sujets vraiment dans tous les sens. Ouais. Des persos, des moins persos, des philosophiques, des moins philosophiques. Et vraiment, merci pour tes conseils, Jack. Et c'était un Avec plaisir grand de te plaisir. recevoir sur le podcast. Et c'était un dernier mot à dire. C'est le moment jamais de nous en faire part. Franchement, je vais prêcher pour ma paroisse, mais allez voir du côté de votre alimentation. Il y a des choses qui sont très sympas à Ouais. faire. Moi, personnellement, j'ai réussi à accomplir des choses en termes d'énergie que je n'aurais jamais pensé faisables. D'une part, parce que je pense qu'on a une vraie force quand on devient parent qui est innée. Mais en plus de ça, l'alimentation m'a permis vraiment de réguler mon énergie, mon sommeil, ma concentration et du coup ma capacité à fonctionner de manière qualitative, même les jours où c'était difficile. Ouais. Et pour moi, c'était un vrai game changer. Donc, si je peux vous inspirer à mettre ne serait-ce que quelques petits changements dans votre alimentation, ça vaut vraiment le coup. Dans tous les cas, on mettra un lien vers ta chaîne. Et si tu veux faire un futur épisode d'ici quelques mois, vraiment axé alimentation, énergie aussi, parce que c'est un vrai sujet dont on parle très souvent, l'énergie avec Quentin, c'est essentiel. Parce que d'abord, une super bagnole, si t'as pas l'essence qui va avec, elle ira jamais très loin. Ouais, on est bien d'accord. Et pas pendant très longtemps. Ah ouais, c'est ça. C'est le Merci jeu. encore pour ton temps, quasiment 2 heures, c'était génial. Trop cool, Jérémy. Merci beaucoup. À Prenez très soin de vite. vous à Puis c'était tous. super. Ciao. Hein.